Ma première vidéo a fait 1 million de vues. La première ? La première vidéo. Aujourd'hui, avec tes 800 000 abonnés, tu chiffres à combien ? Parce que je me suis dit, mais jamais quelqu'un va me payer autant pour une photo. Physiquement, je ne ressemble pas à une gréco-serbe. Du coup, j'ai reçu le racisme parce que je ressemble à une sud-américaine ou une fille du Maghreb ou du Middle East. Et je me suis retrouvée, mais combien de fois, toute seule, avec personne qui me parle. Tu t'es sentie comment à ce moment-là ? Horrible. Et je me suis rendu compte que je me sens 10 000 fois plus belle comme ça, élégante. Et c'est fou, mais les gens me respectent plus aussi. Venant d'une famille balkanique, les problèmes de santé mentale, ça n'existe pas. Que ce soit bien clair, non, tu vas bien, vas-y, sors dehors et va travailler. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as volontairement exclues de ta vie ? Oui, je me sens en insécurité totale en France. Mais le pire, je trouve, c'est de se faire toucher dans le métro. Et c'est terrible de se dire que c'est arrivé à toutes mes copines. Prendre du temps pour moi, en dehors de mon téléphone, et apprendre à être seule avec moi-même. Et ça m'a complètement changée. Du haut de ses 24 ans, elle a su créer ses propres opportunités grâce à son audace et sa persévérance. En seulement quelques mois, elle a transformé sa passion en un véritable job, se démarquant dans un environnement ultra saturé. D'origine grecque par son père et serbe par sa mère, elle vit à Paris et fait du monde entier son terrain de jeu. Elle fait partie de cette génération qui refuse la routine métro, boulot, dodo et préfère réinventer les codes pour se créer un métier sur mesure. Son arme secrète ? Les médias sociaux. Elle a connu une ascension fulgurante en seulement quelques mois, preuve que sa personnalité parle à beaucoup de monde. Suivie par plus d'1 million de personnes sur ses réseaux sociaux, passionnée de voyage et grande amatrice de latte, Krissa Andis est mon invitée aujourd'hui. Bienvenue Krissa dans le Manal Show. Quelle présentation, waouh. Ça me fait très plaisir de te recevoir, Moi vraiment. aussi, ça me fait trop plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Ma première question pour toi, c'est quelle est la chose la plus inattendue qui te soit arrivée ces 6 derniers mois ? Ces 6 derniers mois, je pense que c'est le cap des 500 000 abonnés. Franchement, passer, parce que les 100 000, même les 20 000, c'était vraiment un grand cap pour moi, surtout avoir commencé de zéro il y a si peu de temps. Mais les 500 000, je me suis dit, c'est un demi-million. C'est énorme quand on essaie de compter. Pour moi, c'est énorme et je ne m'attendais vraiment pas à arriver un jour à 500 000 abonnés, que ce soit sur Instagram, sur une plateforme en tout cas. Et là, tu es même presque à 800 000 sur Instagram, plus de 300 000 sur TikTok. Donc ouais, en fait, en tout, tu as plus d'1 million d'abonnés. C'est énorme. Pour qu'on explique un petit peu le contexte. Toi, tu es créatrice de contenu. Tu as commencé il y a très peu de temps, en réalité, à partager un petit peu ta passion vraiment pour la mode et le voyage. Et donc, c'est ça. En quelques semaines, ça a fait un véritable boom. Mais c'est ça. Et j'ai toujours aimé la photo. Et même pas vraiment les vidéos, parce que c'était pas tendance à l'époque. Enfin, je regardais surtout ma mère prendre des photos quand on voyageait, etc. Et j'ai toujours eu un feed, donc mon compte Instagram, même s'il était en privé, qui était dans un thème de couleurs. J'aimais bien prendre des belles photos de paysages, etc. Et quand j'ai commencé, c'était il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, une de mes amies m'a dit « Poste une vidéo sur TikTok, t'aimes la mode, t'aimes te prendre en photo, on sait jamais, vas-y, lance-toi ». Ma première vidéo a fait 1 million de vues. La première ? La première vidéo. Donc en fait, c'était vraiment, mais du jour au lendemain, j'ai gagné des 20 000 abonnés sur TikTok. Et après, ils sont venus sur Instagram. Et pareil, en 2 semaines, après, j'avais gagné 20-30 000 abonnés sur Instagram. La question qu'on a envie de te poser, Krissa, c'est comment toi, tu expliques cette ascension fulgurante ? Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui se lancent sur les réseaux. Et vraiment, la plupart, en fait, mettent beaucoup de temps, ne serait-ce que pour arriver déjà à 1000 abonnés, surtout sur Instagram. Oui, comment sur Instagram, t'expliques ça, toi ? Mais je pense que gagner des abonnés d'un coup comme ça peut être aussi un coup de chance. Ça dépend du type de contenu et ça dépend de si on utilise par exemple des musiques trending, des sons trending comme on voit sur les réseaux sociaux. Personnellement, ma première vidéo qui avait percé, je pourrais pas l'expliquer, je pense. Peut-être par rapport à mon style qui est un peu plus différent. Je portais déjà des costumes, j'étais très très élégante et c'était 1 semaine de tenue pour l'université. Parce que des tenues en général que personne ne porte à l'université. Je suis là avec des talons, mon sac à main, mais bon. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai percé. Après, le reste, j'ai beaucoup aussi étudié les sons trending. Je ne savais pas que ça existait. Utiliser des sons que beaucoup de personnes utilisaient, regarder ce que les gens aiment en général sur Instagram et comment mettre mon propre style et ma propre touche dessus. Et gagner des abonnés, je pense que ça peut arriver par chance, mais les faire rester, c'est la personnalité qui joue dessus.
je leur montre ma vie. J'ai commencé en tant qu'étudiante, donc j'avais pas forcément l'argent d'acheter des vêtements tout le temps. Donc je montrais un peu ce que j'avais dans le placard, quels vêtements je peux piquer à ma mère pour mettre dans ma garde-robe, etc. Je montrais mon quotidien, je montrais mes cours à l'université, ma famille, mes amis, tout le monde est d'accord pour être partagé sur mes réseaux. Et je pense que j'ai créé cette sorte de lien qui fait que mes abonnés sont restés, en fait, depuis le début. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé dès le départ? Parce qu'en réalité, quand tu nous expliques, effectivement, il y a plusieurs facteurs en fait, à prendre en considération. Toi, quand tu as publié ta première vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, tu as réfléchi à tout ça? La musique, le cadrage, le style? Pas du tout. Franchement, c'est vraiment limite un pari en fait. Je me suis dit, j'avais même pas de trépied, donc j'avais posé sur mon lit plusieurs livres, juste posé mon téléphone. Ah ouais. C'était vraiment de l'artisanat, quoi. C'est ça, exactement. Et je me suis dit, je vais juste prendre des tenues que j'ai portées cette semaine à l'école et je vais faire une vidéo et on voit. Il y avait une musique qui était sympa. C'est une musique, je pense que tout le monde connaît. Monday, Tuesday, Wednesday. Et je me suis dit, en soi, c'est les jours de la semaine. J'ai cette tenue, je vais le poster et on verra bien. Si j'aime ça, je continuerai. Et quand je me suis levée le lendemain, je me suis dit, ok, waouh, peut-être que je vais me pencher dessus. J'ai pris ça comme un signe. Et c'est à partir du lendemain que j'ai un peu regardé ce que les créateurs de contenu faisaient sur TikTok, sur Instagram, comment ça marchait, tout ça. J'ai appris en fait sur le tas. D'accord. T'es quand même allé analyser un petit peu ce que les autres font pour comprendre en fait. Exactement, la c'est ça. Pourquoi ça a percé? Je me suis demandé pourquoi moi. Alors, on va peut-être faire un petit peu ton CV, entre guillemets. J'aimerais bien savoir d'où tu viens, quel genre d'études tu as fait, quel a été ton premier métier. Dis-nous un petit peu tout. Alors, j'ai fait des études. D'abord, j'ai fait une L au lycée, plutôt littéraire. Et après, j'ai fait des études de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol, parce que j'aime beaucoup les langues. Je parle déjà plusieurs langues. Et de base, j'étais pas du tout partie sur ça. Je voulais partir sur la diplomatie. Ah, c'est vrai? À voir. La diplomatie? Oui, c'est ça. Pourquoi? J'aime beaucoup la diplomatie, j'aime beaucoup la politique et surtout, ayant vécu en Grèce, je suis née en France, mais j'ai vécu 3 ans de mon adolescence en Grèce, à Athènes, à l'école franco-hellénique. Et je suis tombée encore plus amoureuse de mon pays, parce que je suis grecque, mais je n'avais jamais vécu en Grèce. Et avoir un train de vie que j'aimais beaucoup à l'adolescence, quand on va à l'école, après l'école on peut aller à la plage. C'est pas la même qualité de vie, pas la même nourriture, pas la même culture qu'ici en France. Et du coup, vu que je m'intéressais beaucoup à la diplomatie et que beaucoup de mes amis avaient des parents diplomates, j'ai pu discuter avec eux et je trouvais ça intéressant de pourquoi pas venir faire mes études maintenant que je suis en France et faire en sorte d'être diplomate française pour aller vivre à l'étranger, vivre en Grèce. Donc en quelque sorte, travailler dans une ambassade, représenter pourquoi pas la Grèce en France. Ou non, c'était l'inverse, la France en Grèce. C'est ça. Ah bah oui, parce que toi tu voudrais vivre en Grèce. Exactement. Je me suis dit comment je peux faire pour retourner en Grèce. C'est ça. Est-ce que tu sais quel genre d'études on fait pour être ambassadeur? Sciences politiques. Et il y a aussi un concours du Quai d'Orsay, quand je m'étais intéressée. En fait, je voulais d'abord faire, parce que rentrer à sciences politiques la première année, c'est très difficile. Et je voulais d'abord faire des études de langues étrangères appliquées. J'aime l'anglais et l'espagnol, je voulais l'approfondir. Et après, en master, me spécialiser. D'accord. Donc, au final, c'est arrivé à ma dernière année d'études Instagram, les réseaux sociaux. Donc, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai arrêté, je me suis dit, on va voir si je fais que ça pendant 1 an, si ça marche. Et pendant 1 an, j'ai explosé. Ah ouais, ok. Mais j'avais fait des petits boulots quand même. Mon premier boulot, c'était au restaurant de mes grands-parents, ici en France. Et j'avais fait serveuse pour essayer de gagner un petit peu d'argent et m'acheter des vêtements parce que j'ai toujours aimé la mode, etc. Et j'avais fait aussi des jobs étudiants, que ce soit hôtesse d'accueil, dans un cabinet de recrutement ou d'avocat. J'avais fait aussi hôtesse d'accueil dans un salon pour le mobilier. Enfin, c'était vraiment plein de petits jobs par-ci, par-là pour essayer d'avoir de l'argent pour m'acheter des vêtements. Mais donc, toi, tu as fait le choix d'arrêter tes études pour te consacrer à tes réseaux. C'est ça. Est-ce que c'est un choix que tu regrettes aujourd'hui ou au contraire, est-ce que c'est un choix justement, tu t'es dit, c'est la bonne décision finalement que j'ai prise? Ah, franchement, c'est la bonne décision. J'ai fini mes études, la licence quand même. J'ai eu mon diplôme et je me suis dit, je mets pendant 1 année en pause. Je fais une sorte d'année de césure. Et je travaille sur mon Instagram. J'étais en agence à l'époque, donc je me suis dit, je vais voir comment je travaille, si je gagne assez d'argent, si c'est possible. Comment ça se passe, en fait, ce métier à temps plein. Ouais. Et au final, je suis super heureuse. Je suis la plus heureuse. Vraiment, prendre des photos, créer du contenu pour les marques, pour des agences de voyage, pour des hôtels, faire partager mes amis, ma famille, c'est ce qui me rend le plus heureuse. Aujourd'hui, on l'a dit, tu as plus d'1 million d'abonnés. Tu te consacres à 100% à tes réseaux.
Est-ce que la réalité du métier de créatrice de contenu correspond à l'image que tu t'en étais faite ? Non, pas du tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Difficile. Bien sûr, c'est pas un travail, je vais pas dans la mine. Mais ça reste quand même un travail difficile quand on voit les créateurs de contenu. Enfin, on voit juste des stories, on voit juste des posts, on voit pas ce qu'il y a derrière forcément. On voit le résultat. Et on voit pas ce que c'est que de organiser un shooting, trouver des personnes qui sont disponibles, parce qu'on n'a pas tous 50 amis ou toutes les personnes de la famille. En général, tout le monde travaille. Il y a un travail, un boulot, que ce soit devant un bureau ou autre. Et même trouver des nouvelles idées tout le temps, vu que je poste 3 vidéos par semaine et 2 photos, ça fait quand même 5 fois du contenu par semaine. Il faut trouver de l'inspiration pour se renouveler et que ce soit pas toujours la même chose, mais que ça reste dans mon ADN. Donc ça, je trouvais ça très très difficile au début et je suis passée par des phases où d'un coup, j'avais plus envie de poster, donc je ne postais pas, parce que je ne me force pas. Pendant 2, 3, 4, ou même une semaine, si j'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Mais par contre, ça ne m'est jamais arrivé de pas poster en story. Je n'ai jamais perdu le contact avec mes abonnés, parce que je trouvais ça important et j'arrive pas à couper ce contact avec eux. Et c'est juste ça que je trouve ça très très difficile. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai envie de dire, les gens méprisent d'une certaine manière les créateurs de contenu. C'est vrai qu'on entend souvent dire « oui, mais attendez, ça c'est pas un vrai job, c'est facile ce que vous faites ». Et je trouve ça bien de pouvoir donner un petit peu les coulisses du métier, parce que c'est un véritable métier aujourd'hui, disons-le. C'est comme ça que tu vis, que tu gagnes ta vie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu à quoi ressemblent tes journées et la charge de travail que ça implique ? Combien d'heures de travail tu as dans une semaine, par exemple ? Pour moi, je travaille du moment où je me réveille jusqu'à ce que je me couche, honnêtement. Donc c'est full non-stop. Oui, après pour moi, travail, par exemple, c'est organiser quand je me réveille, donc je vais me préparer, etc. Et en général, je me réveille tôt pour pouvoir me préparer et préparer les vidéos que je vais tourner ce jour-là. J'essaie de tourner au moins une vidéo par jour, ou planifier, ou faire du montage, etc. Donc je vais planifier quelle vidéo je veux faire. Imaginons comment styler un pantalon noir de 5 façons. Donc j'ai planifié toutes les tenues avec un pantalon noir. Il faut que, comme un styliste, que je les repasse, ou que je les lave, ou que je les prépare, que je mette mon trépied, que je filme, ce qui prend plus ou moins longtemps, ça dépend en général de la luminosité aussi. Il faut tout le matériel, le mettre en place. Je filme, après je range tout, je monte, après je vais sortir en général, aller à un autre photoshoot avec des copines. Et à la fin de la journée, je poste et je reste en général 1 à 2 heures full sur mon téléphone à répondre à tous les commentaires et à tous les messages. Ouais, donc finalement, entre le fait d'être directrice artistique, styliste, vidéaste, c'est ça. monteuse. Chargée des partenariats aussi, puisque tu t'occupes aussi de ça, en fait, tu as énormément de casquettes pour pouvoir avoir un rendu professionnel. Comment tu as fait pour apprendre tout ça ? Toute seule, on va dire, je me suis beaucoup instruite sur YouTube, TikTok, sur les réseaux en général. J'écrivais directement, par exemple, comment filmer une vidéo ou comment monter telle vidéo. Avant, j'avais commencé et je fais toujours des vidéos où je me dédouble. Et je ne sais plus comment j'avais eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas me dédoubler, ou j'ai dû voir une créatrice de contenu le faire. Je me suis dit mais comment on fait ça ? Je n'arrive pas à comprendre comment on le fait, surtout que je n'avais jamais monté de vidéo avant. Je n'ai pas d'ordinateur, donc je fais tout sur mon téléphone. Il fallait que j'apprenne tout sur... j'avais de l'iPhone 11 encore à l'époque, pas beaucoup de stockage. Je me suis dit comment je vais faire ? Et au final, j'ai appris, je regardais des vidéos, des tutos. Mes premières vidéos, elles sont pas forcément très très bien faites, mais elles ont marché. Parce que les gens ont quand même aimé les tenues, l'effort fourni, je pense. Et j'ai aussi été en agence quand j'ai commencé. Dès que j'ai eu 20 000 abonnés, j'ai une agence qui m'a contactée. Et c'est avec eux que je suis restée 2 ans. Et ils m'ont appris énormément de choses. Ça, il faut l'avouer, ils m'ont appris un petit peu qu'est-ce qu'étaient des événements, des events où les influenceurs étaient invités, les créateurs de contenu. Comment être invité à ce genre d'événements. Que c'était possible d'avoir des produits gratuits, des gifts, comment les collaborations marchaient, parce que je ne connaissais rien. Avant mes 20 000 abonnés, je n'avais jamais eu de collaboration. Ouais, c'est dingue parce qu'en fait, tu t'es vraiment formée par toi-même. Tu es allée en fait chercher l'info et tu as testé en fait par toi-même sur différentes plateformes. Et moi, je trouve que c'est bien parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui se lancent dans un domaine qui n'ont pas forcément les compétences et ils vont trouver ça difficile. Forcément, au départ, tu sais, quand tu apprends, c'est fastidieux. Et ça va leur créer des blocages. Oui. Ils vont s'arrêter. Or, toi, non, tu as vraiment continué. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous donner des exemples de plateformes ou bien de personnes qui t'ont aidé à te former dans ces domaines-là et que tu conseillerais justement aux nouveaux créateurs de contenu ?
Alors, personne, j'ai pas les noms en tête, mais sur TikTok, on peut tout apprendre dessus. Donc toi, t'apprends tout YouTube, sur TikTok. J'apprends tout sur TikTok. C'est Parce que vrai c'est des vidéos courtes. En fait, j'ai pas la patience d'écouter des vidéos longues sur YouTube. Du coup, il me faut des vidéos courtes et ils montrent tout. En général, il y a des créateurs de contenu. J'avais tapé comment me dédoubler sur une vidéo et j'ai trouvé directement comment on faisait, quelle application il fallait installer. Donc, j'ai tout appris sur TikTok. C'est Et dingue. aussi en m'entraînant toute seule. En prenant l'application, prenant mon téléphone et tout essayer tous les boutons qu'il y avait sur l'application. Donc TikTok, c'est vraiment devenu la nouvelle plateforme, en tout cas, pour apprendre et se former. Oui, vraiment. Toi, tu me dis, tu as une attention qui est quand même assez courte. Tu n'as pas envie de tomber sur des vidéos d'1 heure qui expliquent les choses. C'est quoi le maximum pour toi? Une vidéo doit durer combien de temps, selon toi? Pour une explication, par exemple pour apprendre quelque chose, oui. Disons entre 30 secondes et 1 minute. Ah ouais, c'est court. C'est court, mais au moins c'est direct. Quand je dois apprendre, en tout cas pour une application, comment faire un montage ou autre, il faut que ce soit court et que j'apprenne 1 tout de minute suite. max. Et même si je la revois plusieurs fois, l'information, elle rentre directement. D'accord. Et j'essaye au moins tout de suite. C'est minimum d'informations, mais c'est simple, clair, net et précis. D'accord. Bah écoute, ouais, c'est super intéressant en tout cas. Ce que j'aimerais aussi beaucoup savoir, c'est quelle partie de ton travail aujourd'hui tu trouves la plus difficile? Celle sur laquelle peut-être encore certains blocages, sur laquelle tu aimerais avoir peut-être un peu plus d'aide, tu vois, où tu te dirais, là j'ai quand même besoin peut-être d'approfondir un peu plus et de développer davantage de compétences. Je pense que c'est peut-être la créativité, parce que j'ai l'impression souvent que je me répète, donc que mes vidéos se répètent, vu que j'ai ajouté, là, il n'y a pas longtemps, les voyages. Il y a 1 an, j'ai ajouté les voyages. Donc, ça a un peu boosté cette créativité. Et je pense qu'il faut toujours, en fait, se renouveler. C'est très difficile, tout en gardant notre ADN. Parce qu'on voit tellement de trends sur les réseaux sociaux, des nouvelles choses. Quand on regarde ce qui perce, ce qui marche mieux, on a peut-être envie de faire la même chose. Mais au final, ça ne va pas matcher avec mon ADN à moi, avec ma personnalité. Donc, peut-être que la vidéo marchera, mais ça ne marchera pas sur mon compte sur le long terme. Donc ça, c'est difficile de trouver de nouvelles choses, d'être créative, tout en gardant mon propre ADN. Mais tu sais, en fait, la créativité, c'est quelque chose que tu peux largement développer. Hein. Oui. C'est comme un muscle. Exactement. Où, tu peux nourrir ta créativité de différentes façons. Moi, j'ai une plateforme que j'apprécie particulièrement qui est Masterclass. Mais là, je suis désolée, c'est beaucoup plus qu'1 minute les vidéos. Par contre, c'est hyper divertissant. C'est super bien fait. Mais faut que j'aille regarder. Des experts du monde entier en fait qui te forment sur plein de sujets différents, dont la créativité. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'enseigne pas trop à l'école et qu'on perd en fait en devenant adulte. C'est ça. Toi aujourd'hui, vraiment, c'est le truc qui te fait le plus, on va dire, qui te donne le plus de fil à retordre. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas appris ça à l'école. À l'école, en général, on a des cours, On suit des leçons qu'on apprend par cœur. Ou par exemple des problèmes de maths qu'on va travailler, etc. Mais on n'a pas vraiment la créativité, à moins d'être dans un cursus d'art. J'ai pas vraiment eu de créativité. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué. J'arrive à un moment donné où j'ai l'impression d'avoir un petit blocage. Et j'ai l'impression, c'est pas forcément mes abonnés qui me le disent, c'est vraiment moi-même. J'ai l'impression que je fais un peu trop la même chose. Ça m'arrive toutes les quelques semaines. Et après, je sors, je réfléchis vraiment, je fais une sorte de brainstorming. Et je cherche quelque chose de nouveau. Et après, ça va mieux. Et tu me disais justement que toi, tu consommes beaucoup plus de contenu court. Oui. Paradoxalement, tu as fait quand même des études qui sont assez longues, puisque tu es arrivé jusqu'en licence. Et là, il faut dire que faut rester des heures, assis, écouter un prof. Ouais, c'est compliqué. C'était dur. De base, j'étais fan de l'école. Vraiment, lycée, collège. L'école, j'ai adoré. Aucun problème. L'université, j'ai eu un peu plus de mal. Ouais, c'est les amphis, c'est toute l'ambiance autour. Exactement. Ouais. Et il y a des cours que j'aimais pas forcément. Et mes problèmes, quand je n'aime pas quelque chose, je n'ai pas d'attention dessus. Oui, j'arrive pas, je pense comme beaucoup de personnes, mais j'arrive pas à garder mon attention dessus, du tout. Est-ce que tu trouves que la manière d'étudier, d'éduquer, le système scolaire aujourd'hui est obsolète? Pas forcément obsolète, mais je pense qu'il y a des choses à changer quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? Déjà, je trouve qu'on reste, en tout cas au lycée et collège, en France, je trouve qu'on reste trop longtemps en cours. Même moi, qui n'ai pas une attention si longue, à la fin de la journée, on est très fatigué. Et je suis revenue en France, donc à un terminal, ma dernière année de lycée, et j'étais en Grèce, j'avais le système français, mais qui était un peu arrangé à l'école grecque. Donc je finissais jamais à 18h, par exemple. Donc en France, faire des journées de 8h, 18h,
j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, mais comment est-ce qu'on peut travailler toute la journée comme ça et s'en sortir le midi? Il fallait avoir un mot des parents pour pouvoir sortir, pour déjeuner dehors. Je ne m'attendais pas à ça. Sans compter les devoirs à la maison. Sans compter les devoirs à la maison. Ah bah ça, c'est le j'étais pire, exténuée. je crois. Mais exténuée. Il suffit que, par exemple, si quelqu'un a un problème de santé, ne peut pas venir à l'école pendant 3 mois, imaginons un trimestre, comment on rattrape ça? Parfois, je pense qu'on joue trop sur le apprendre par cœur. Ouais. On apprend beaucoup trop par cœur. Et parfois, ça ne nous convient pas. Moi, ça ne me convient pas forcément d'apprendre tout par cœur. C'est quelque chose, moi, que je répète souvent. Je dis souvent que la manière d'apprendre et d'enseigner est obsolète et ne convient plus du tout, en fait, au monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois, à notre société. Et j'ai l'impression que le système scolaire est encore resté, tu vois, bloqué dans une autre façon de faire. Et du coup, ça crée beaucoup de frustration chez la jeune génération. Moi, j'aime beaucoup parler aux étudiants, par exemple. Et ils sont tristes, ils sont malheureux, ils ont l'impression de ne pas pouvoir tenir. Ouais. Et en plus, eux, ils ont des projets et des ambitions qui sont totalement autres, vraiment. C'est ça. Donc, c'est super intéressant aussi d'avoir ton feedback, parce qu'on ne peut pas dire que tu n'as pas aimé l'école. Ah non, mais j'ai adoré l'école. T'as adoré l'école, t'es une bonne étudiante, t'as eu ta licence et tout. Mais aujourd'hui, tu te rends vraiment compte, en fait, de toutes les choses qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. C'est ça, et surtout qu'on nous demande de savoir ce qu'on va faire de nos vies à 16, 17, 18 ans. Quand on doit choisir un cursus, j'étais tellement stressée, je ne savais pas vers où aller. Et pour en plus une bonne étudiante, j'étais très bonne à l'école et n'avoir été acceptée nulle part. En plus de ça, j'étais acceptée qu'à une seule école, l'école que j'ai faite. Et je trouvais ça un peu frustrant, tout ce travail, pas pour rien, bien sûr, parce que j'ai quand même fait des études, mais pour pas grand-chose, et pour surtout de faire quelque chose qui n'a rien à voir à côté. Et je ne savais, même aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Je trouve qu'on nous dit, en tout cas au lycée, qu'est-ce que tu veux faire, quelle filière tu choisis, parce qu'il faut que tu choisisses bien pour après, pour tes études, il faut que tu saches tout de suite ce que tu veux faire. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilités, surtout pour des enfants. En soi, on est toujours des enfants, des adolescents. Et j'étais très, très stressée à l'époque. Je me souviens, je me rendais malade parce que je ne savais pas quoi faire. Ce que j'allais te poser comme question, c'est tu te sentais comment, en fait, à cette époque-là? Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'étais en Grèce quand j'ai dû choisir du coup, mon cursus LESS à l'époque. Ouais. Et bon, j'ai toujours su que je préférais plutôt la littérature, je préférais plutôt les langues. J'étais plus littéraire que scientifique. Mais après, je ne savais pas où est-ce que ça allait me déboucher. Je me suis dit, bon, la diplomatie, oui, ça m'intéresse, ça, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Si je commence, par exemple, sciences politiques, et si j'aime pas, qu'est-ce que je fais? Et je me sentais vraiment stressée. Mais tous mes amis étaient pareils. Ils sont très rares, les personnes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ça générait beaucoup de stress, en fait, en toi. Ça me parle beaucoup. Moi aussi, j'étais une étudiante hyper stressée. C'est stressant. Et même quand on se rend compte qu'on échoue nos partiels, on se dit, mais je vais où, du coup, l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redouble? C'était très, très stressant. Comment tu faisais pour gérer ce stress? Est-ce que tu avais un soutien, un appui de tes parents, de ta famille? Oui, mes parents m'ont toujours soutenue dans tout. Ils m'ont toujours dit que c'est pas grave de recommencer, que c'est pas grave de commencer des études et puis d'un coup ne pas aimer, recommencer autre chose, faire une année de césure. Ça fait du bien d'entendre ça. Franchement, ça fait du bien et je suis très reconnaissante d'avoir des parents comme ça parce que je sais que pas tous les parents sont comme ça, que beaucoup veulent que les enfants fassent des études, par exemple, que de médecine ou d'avocat ou autre. Mais non, mes parents, ils m'ont toujours soutenue dans tout. D'accord. Même quand tu as arrêté tes études pour te lancer dans la création de contenu? Oui, avec un mais. Mais si ça marche pas, tu vas peut-être reprendre. Enfin, on sait pas. Ils connaissent pas forcément ce métier. Ils ont appris avec moi, en fait. Quand ils m'ont vu poster, etc., ils me disent, mais en quoi ça consiste? Et du coup, maintenant, ils prennent mes photos, donc ils ont plus trop le choix, les pauvres. Mais ils ont appris avec moi. Ils sont devenus photographes, en fait. Exactement. Franchement, ils ont appris avec moi et ils se sont rendus compte que c'est un vrai métier, que je travaille et que ça me convient. Donc au final, si je suis heureuse que j'arrive à en vivre, pourquoi me l'enlever? Si tu devais imaginer le système éducatif idéal, ça serait quoi selon toi? Comment tu le verrais? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Déjà, pour sûr, je pense que ce serait plutôt, imaginons des cours le matin jusqu'à 13-14 heures. Je pense qu'après, c'est pas nécessaire. Et pas forcément des cours, par exemple, de philosophie pendant 5 heures d'affilée. Je trouvais que c'était un supplice pour moi. Enfin, des cours trop longs de la même matière où c'est redondant. Et l'apprentissage par cœur, je ne le mettrais pas pour tout.
pas pour beaucoup de créativité, s'il faut. Et je mettrai aussi des cours à disposition s'il y a, pour créativité, des cours qu'on peut choisir. Si on veut choisir, par exemple, si on apprend, par exemple, si on veut choisir, par exemple, pour la santé mentale, si on veut choisir plutôt, si ça ne va pas... Moi, j'ai jamais eu, par exemple, de psy à l'école. Je trouve qu'il en manque. Donc, pourtant, j'ai fait plusieurs écoles, même avant en France. J'ai vécu en France pendant les 14 premières années de ma vie. Et je n'ai jamais eu de psy dans toutes les écoles que j'ai faites. Même en Grèce, je ne connaissais pas de psy. Revenant ici, après pour la terminale, je n'ai pas eu de psy. Et à l'université, on avait une sorte d'aide qui ne nous a jamais aidés. Donc je pense que ça, pour sûr, il faudrait mettre en place quelque chose, parce qu'on ne sait jamais, enfin c'est stressant l'école pour tout le monde, et surtout quand on a 16-17 ans et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après, je mettrais ça. Il y a aussi autre chose, moi, que je me pose comme question, Chrissa, c'est que tu es quand même assez jeune, tu n'as que 24 ans, c'est ça ? Tu les as fêtés en avril dernier. Exactement. Et tu as déjà affaire à pas mal de choses et tu dois côtoyer pas mal de personnes, des choses vraiment très business. Je pense notamment aux partenariats, aux events. Ça doit être assez intimidant parfois aussi de rencontrer des fondateurs, des créateurs. Tu vois, il faut avoir un certain comportement, une attitude et comprendre aussi les relations sociales, etc. Exactement. Est-ce que toi, justement, tu t'es senti à un moment donné un peu frustré, bloqué ? Tu as eu un peu de difficulté par rapport à tout ça, tu sais, dans les relations humaines et la communication, tout simplement ? J'en ai toujours, pour être honnête, j'en ai toujours. Ça fait 2 ans et demi que je vais à des événements et je suis plutôt timide. J'ai confiance en moi, mais je suis quand même timide face aux autres parce que j'ai l'impression que, vu qu'en plus où j'ai commencé, j'avais 20 000 abonnés. Donc je me suis dit, je suis vraiment toute petite sur cette échelle. Et quand je suis allée à mon premier événement, j'étais toute seule et je me suis dit, je pouvais aller seule. Je ne savais pas que j'avais le droit de ramener quelqu'un. En général, on a toujours le droit de ramener quelqu'un, c'est toujours plus sympa. Et je me suis retrouvée, mais combien de fois toute seule, avec personne qui me parle. Mais personne. Même si j'ai beau être avenante, essayer d'être avenante, de pousser mes limites parce que je suis timide, au final, personne ne me parle. Tu t'es sentie comment à ce moment-là ? Horrible. Horrible. Honnêtement, horrible. Je me suis sentie toute seule et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Sincèrement, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? J'ai 20 000 abonnés, c'est un événement. Pourquoi je suis là ? C'est qu'un petit événement, j'ai 20 000 abonnés. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont invité moi ? Et du coup, je suis rentrée plusieurs fois chez moi en pleurant, en me demandant mais pourquoi est-ce que je viens seule ? Donc maintenant, je suis Madame +1, toutes les marques le savent, je suis la fille qui vient toujours avec quelqu'un. Même aujourd'hui, si je vais toute seule à un événement, je pense que quasiment personne ne me parle. Parce que personne ne se parle tout court aux événements. Ouais. Ah ouais ? Sauf s'ils se connaissent, etc. Mais quand on ne connaît personne, personne ne se parle. C'est paradoxal pour des gens qui ont des milliers, des centaines de milliers, des millions d'abonnés. Ça m'a surpris au début. C'est un monde finalement solitaire. Très solitaire. Ça, j'ai appris ça vraiment, l'année dernière, j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur d'être toute seule. Il ne faut vraiment pas avoir peur parce que si tu n'as pas ton groupe d'amis qui va aux événements avec toi, des groupes d'amis, de créateurs de contenu, tu es profondément seule. Personne ne vient te parler parce qu'ils sont en groupe et toi, tu arrives toute seule à un événement. C'est un peu intimidant d'aller voir quelqu'un, d'essayer de lui parler. En général, j'essaie de complimenter sur une tenue que j'aime bien ou autre, mais ça n'engage pas vraiment de conversation. Il n'engage pas de conversation. Tu passes du bon temps dans ce genre d'événement ou pas ? Quand j'y vais seule, c'est très dur. Ouais, Pas forcément. Pas tous les événements. Pour ça, je partage plus beaucoup d'événements. Au début, j'en faisais beaucoup parce que les événements, c'est bien pour connaître les marques. Aussi, rencontrer de nouvelles personnes, des créateurs de contenu. Moi, au début, je me disais, si on se rencontre, je vais me faire des nouvelles connaissances, pourquoi pas amitié, on pourrait s'entraider, aller prendre des photos ensemble, faire du contenu ensemble. C'est toujours bien d'avoir des communautés qui essaient de se ressembler. Et au final, beaucoup de fois, j'arrive, il n'y a ni les personnes de la marque, ni des personnes, des autres créateurs de contenu qui me parlent, donc je me suis déplacée pour rien. Ouais. Donc parfois, c'est dur, mais maintenant, je viens jamais seule, je viens avec une copine, ou ma mère, ou quelqu'un de ma famille. Et comme ça, j'essaie de faire profiter aussi à mes amis qui sont en dehors de ce métier-là, qui peuvent... Puis avoir un soutien moral. Oui, voilà, c'est ça, de pas être honnêtement, seule. c'est ce que j'allais te dire, Chrissa. Si je t'avais connue plus tôt, c'est le conseil que je t'aurais donné tout de suite. Faut surtout pas avoir peur, en fait, vraiment d'imposer ses propres règles du jeu. Oui. Même si c'est un événement prestigieux avec des grandes marques. Je veux dire, tu as de la valeur, ton travail a de la valeur. Si tu es invité, c'est que tu apportes quelque chose à cette marque-là. Exactement. Donc, même pour les jeunes créateurs qui nous écoutent, n'hésitez pas vraiment à dire écoutez, moi, je serais ravie d'être là, mais je serai accompagnée d'une personne.
Est-ce que je peux savoir qui sera présent ? Est-ce que le fondateur de la marque sera présent ? Enfin, c'est des informations qu'on ne nous donne pas, mais qu'on peut demander finalement. Mais oui, bien sûr. Et vraiment de se mettre dans ce cadre-là pour avoir peut-être un peu plus confiance en soi et se dire non, en fait, je ne suis pas là pour me faire petite. Limite, merci de m'avoir invité, merci, je ne veux pas faire de bruit. Au contraire, vraiment montrer... Si on est invité, c'est pour une bonne raison. Ouais, exactement. Mettre aussi un cadre-temps. Parce que peut-être que pendant ces événements-là, tu sais, ça peut durer longtemps. Il y a peut-être aussi des... comment on dit ça ? Une sorte de planning un petit peu. Voilà, tu n'étais pas obligé de venir au début de l'événement, tu peux venir à la fin. Ah oui, ça, j'ai appris qu'il ne faut jamais être à l'heure. Parce ouais, qu'au aussi. début, moi, j'étais tellement à l'heure, on me dit un événement à 18h. À 17h50, je suis là. Parce que tu es quelqu'un de ponctuel. Oui, sauf que non, les créateurs de contenu viennent à 19h. Si un événement commence à 18h, c'est 19h, 19h30 que ça commence. Après, ça, c'est vrai que c'est une règle sociale, ne jamais arriver à l'heure. Je ne savais pas. Donc, j'étais seule, et en plus, mais vraiment toute seule. Du coup, j'arrivais à 18h, à l'événement, il n'y avait personne. Alors, il y a 2 règles. Ne jamais arriver le premier. Exactement. Et ne jamais repartir le dernier. Ah oui. Ah, ça dépend parfois. Ça dépend des événements. Moi, c'est les règles en tout cas que je me suis instaurées. Voilà. Oui. C'est pas moi qui ai fermé la porte, quoi. Merci d'être venu. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais faut avoir confiance en soi et se dire que si on est invité, c'est pour une bonne raison. Et surtout même travailler avec des marques. Mais les événements, ça peut faire très peur, surtout quand on est timide et quand on n'a pas forcément de contact ou de connaissances dans ce monde-là. Toujours demander de ramener un +1, ça coûte rien du tout, c'est un événement. En soi, ça ne dérange jamais la marque. Donc... on est légitime qu'on ait 20 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Pour moi, on est tout aussi légitime. Tu vois une différence de traitement entre les créateurs qui ont 20 000 abonnés et ceux qui en ont, 100 000 ? Oui. C'est vrai ? Alors, entre les créateurs de contenu, oui. Comment tu sens ça ? On te le fait ressentir ? On me le fait ressentir, ou c'est quand je vais parler avec quelqu'un de la marque, par exemple, qui va dire un peu à haute voix, waouh, ton évolution est fulgurante. 2 minutes après, on va me dire, ah, mais j'adore ton compte, t'es trop belle, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble ? Et qu'après, quand je rentre chez moi, je vois que la personne ne me suit même pas. Je me dis, alors qu'avant, ou même que maintenant, des personnes viennent me parler en dehors, m'envoient un message, coucou, ça te dirait d'aller prendre des photos, alors qu'il y a 2 ans, j'avais 20 000 abonnés, j'étais devant toi à plusieurs événements, tu ne m'as même pas regardé. Ah ouais. C'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je pense qu'on est toutes passées par là. Je pense qu'elles aussi sont passées par là. Parce que elles ont peut-être tendance à l'oublier, du coup. Oui, si du coup, elles, je pense qu'elles l'ont oublié. Mais en tout cas, moi, je n'oublie pas. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu comme en société. On va accorder beaucoup plus d'importance, de valeur aux personnes qui vont avoir réussi socialement, par leur métier, qui ont peut-être un peu plus d'argent aussi. En tout cas, en façade, l'image qu'elles donnent. Voilà. C'est pareil, en fait, dans le monde de la création de contenu. Oui, c'est pareil. Ça doit être quand même assez compliqué, je trouve. En plus, surtout, tout le monde, j'ai l'impression que c'est un monde de compétition. Je trouve ça où la compétition super est toujours bête, là. Mais je trouve ça super bête parce qu'il suffit d'être, par exemple, un minimum gentil avec moi, s'approcher de moi, parler avec moi à un événement, mais le lendemain, on va boire un café, on va faire du contenu ensemble. Et si on était toutes comme ça, mais si on s'entraide toutes, on peut toutes marcher, sachant qu'on est toutes différentes. Même si j'ai des copines qui font comme moi des vidéos mode, des vidéos chez elles aussi, où elles se dédoublent ou autre, on n'a pas la même personnalité. Et pas forcément 100% le même style, on est des personnes complètement différentes. Donc, si on s'entraide, on aura toutes les deux plus d'abonnés, plus de facilité, du coup, à bien travailler sur nos réseaux sociaux. Donc, pourquoi tant de compétition ? Moi, je suis d'accord avec cette vision des choses. Alors, oui, c'est une très bonne philosophie pour une bonne éthique de travail. Alors déjà, est-ce que tu l'appliques vraiment ? Parce que il y a plein de personnes qui ont ce discours-là, oui. Et dans les faits, c'est pas totalement ça. Oui, je l'applique vraiment. Donc ça, tu vois, déjà, c'est super important de pouvoir l'appliquer. C'est une très bonne façon de voir les choses. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une expérience que tu aimerais partager avec nous, un exemple de situation qui s'est mal passée avec une autre créatrice, et là, ça t'a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'est vraiment la réalité de ce monde-là ? Avec une autre créatrice, une déception, une désillusion que tu as pu avoir. Oui, une grosse créatrice de contenu que je suis depuis un bon moment sur les réseaux sociaux, depuis avant même que moi je me lance. Et je l'avais croisée à un événement et je me suis dit, waouh. Parce que moi, dans ma tête, j'arrive toujours pas à croire que j'ai autant d'abonnés. Par exemple, dans ma tête, je suis toujours cette petite enfant qui suivait cette fille-là avant et que j'ai grandi avec elle. Et j'ai voulu aller lui dire bonjour, mais elle a vraiment des millions d'abonnés et elle m'a juste pas regardé et passé devant. Ah ouais.
Pourtant, j'étais avec des personnes en plus qu'elle connaissait. Donc, elle a dit bonjour avec les personnes. On est dans un groupe. Donc, elle a dit bonjour aux personnes qu'elle connaissait. Et moi, m'a complètement passé devant. Et j'ai juste dit bonjour, hello, j'adore ce que tu fais. Je suis depuis longtemps. Et pas un mot. Rien. Là, on est déçus. Je trouve ça décevant, surtout que la personne ne sait pas qui je suis. Je peux être une fan depuis longtemps, ou je peux être une autre créatrice de contenu qui a beaucoup d'abonnés ou pas du tout d'abonnés. Enfin, c'est vraiment décider de complètement m'ignorer. Je pense qu'on serait étonné de voir la vraie nature des visages des gens qu'on met sur un piédestal. Oui, ça, je suis sûre à 100%. Et oui. On serait très étonné. Très étonné. Et très déçu. Oui. Alors aujourd'hui, Chrissa, tu signes des partenariats avec des marques, tu vis grâce à ça, c'est vraiment ton job, ton métier, c'est un véritable métier. Et j'aimerais beaucoup savoir comment tu as appris à fixer tes propres tarifs. C'est en voyant les tarifs que mon agence mettait. Donc vu que dès que j'ai commencé les réseaux sociaux, donc je suis passée très vite de 0 à 20 000 abonnés sur Instagram, grâce à mes vidéos qui ont percé très vite. Et je ne savais pas du tout comment négocier. J'essayais de regarder sur Internet. Du coup, je regardais des grilles tarifaires, sur TikTok aussi. Je regardais un petit peu. J'essayais de demander à des filles que je suivais, hello, par pure curiosité, quels sont tes tarifs ? Parce que je me lance et je ne sais pas. Donc, tu n'en avais vraiment aucune idée au départ ? Aucune idée. Et je mettais des tarifs beaucoup trop bas. Parce que je me suis dit, mais jamais quelqu'un va me payer autant pour une photo, pour une story ou autre. Et après, je suis rentrée en agence, j'ai discuté avec eux et je pouvais voir les mails, c'était full transparence avec eux. Et du coup, je pouvais voir que le tarif agence, qui est un petit peu surgonflé parce qu'il y a aussi le tarif, l'agence, la commission qu'elle prend, je peux voir plus ou moins. Et ils m'ont expliqué que par rapport à ton nombre d'abonnés, ton taux d'engagement aussi, tout ça est mis en cause. Et aussi si c'est un réel, si c'est des photos, si c'est des stories, tout ça change les tarifs. D'accord, donc le format aussi peut faire changer les tarifs. D'accord. Oui, mais après, je change aussi mes tarifs en fonction de la marque. Par exemple, si c'est parfois, j'ai souvent des petites marques qui me contactent, qui n'ont pas forcément de budget. Je discute avec elles, ou même quand je vais à des événements, je discute avec des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, mais j'accroche vraiment avec la personne, je descends mes tarifs. Parce que ça me fait plaisir d'aider une marque. Même parfois, je fais beaucoup de gifting aussi avec des marques, parce que j'aime beaucoup la personne et la marque. Ça me fait plaisir d'aider la marque, de la booster, mais d'être payée un peu moins cher, mais je sais qu'en contrepartie, elle va avoir quand même des abonnés, des achats, et ça va la propulser. Et mes abonnés aussi, je sais qu'ils vont aimer cette marque-là, parce qu'elle me correspond. D'accord. Et alors, tout ça, là, ce sont des sujets sur lesquels on peut parler librement, parce que j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont importants, qui peuvent intéresser beaucoup de monde, qui sont dans cette situation-là, qui se lancent dans la création de contenu, tout simplement. Et moi, j'ai l'impression que c'est des sujets un peu tabous. Tu sais, on n'arrive pas à trouver vraiment les bonnes informations sur les plateformes. On ne sait jamais, en fait. Et tu es passé par là au départ, d'ailleurs. C'est pour ça que tu mettais des prix trop bas. Mais voilà, je ne trouvais pas. On a tendance à dévaloriser notre travail plutôt qu'à le valoriser. Parce qu'au début, j'étais comme tout le monde. Je me disais, mais ok, c'est pas un vrai métier. Je me disais, waouh, les gens vivent de ça, mais combien ils doivent me payer ? C'est trop, c'est exorbitant. Mais au final, ça dépend des marques. Il y a des marques qui sont prêtes à mettre un gros budget, d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, et d'autres qui ne veulent vraiment pas mettre beaucoup. Donc toi, ça t'a vraiment beaucoup aidé, le fait d'être accompagnée par une agence, même si tu n'es plus accompagnée par cette agence aujourd'hui. Mais à l'époque, du coup, à combien l'agence fixait tes tarifs pour les prestations en fait, avec les marques ? À l'époque de 20-30 000 abonnés, par exemple ? Oui, à tes débuts. Mes débuts, donc par exemple, j'étais donc entre 20 et 30 000 abonnés. J'étais pour un post carrousel, et donc un post avec plusieurs photos et un set de story, donc 3 écrans, c'était 500 €. D'accord. Pour 30 000 abonnés, 20-30 000 abonnés, moi je trouvais ça beaucoup. D'accord. À l'époque en tout cas, je me disais, waouh. Après, il y a aussi la commission que je devais donner à l'agence. D'accord. Donc c'est entre 500 et 1 000 €, ça dépendait des marques. Ok. Après, il y avait aussi, je faisais des photoshoots, des sessions photos avec des marques, et c'était que pour leur compte à eux, ce que je fais toujours d'ailleurs. Donc on peut gagner notre vie en postant sur nos réseaux, et aussi juste en créant du contenu pour le réseau des marques. D'accord, donc c'est du contenu que les marques utilisent. Oui, voilà, c'est ils ça. ont les droits dessus. Exactement. Et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après sur leur plateforme. Ok. Donc toi, il te restait entre 500 et 1000, donc il te restait aux alentours de combien Il fallait enlever 30%. 30% que je donnais à mon agence. Ah, ils prennent quand même 30% de commission, ouais. Ok. Tu trouves que ces 30%-là, ils sont justifiés de la part de l'agence ? Alors, je m'étais beaucoup renseignée. Pour moi, je trouvais ça beaucoup.
Sachant qu'après, j'ai dû apprendre à être un auto-entrepreneur aux yeux de l'URSSAF, etc. Et les impôts, je me disais, waouh, mais tout mon revenu part, en fait. Mais j'ai tellement appris avec eux que je me dis, en soi, c'est comme de l'investissement que j'ai fait pour mon futur. Et j'ai beaucoup... Ils m'ont emmené dans des événements. C'est eux qui, du coup, envoyaient des mails, répondaient à mes mails, me trouvaient des événements, me trouvaient des voyages. C'est eux qui me mâchaient tout mon travail. Donc pour moi, le chiffre 30% est un peu gros, mais je ne regrette pas. Si je devais refaire, je serais retournée quand même chez eux. Ouais, c'était une bonne école pour toi finalement. Oui, vraiment. Aujourd'hui, avec tes 800 000 abonnés sur Instagram, pour la même prestation Carrousel et 3 écrans, donc 3 stories, 3 stories. Tu chiffres à combien ? À combien monte ta prestation ? Alors, pour un post Carrousel, je vais le chiffrer, on va dire, si c'est pas une petite marque que j'aime, etc. C'est pour une marque, bien établie, on va dire. C'est 5 000 € le post, plus ou moins. D'accord. Et un set de stories, ça aussi, ça dépend, entre 1 500 et 2 000. Donc 5 000... donc c'est différent, c'est 5 000 pour le Carrousel. Et tu ajoutes le set de story, mais après, il y a des packages, bien sûr, il y a la discussion avec la marque, etc. D'accord. Donc ça peut parfois être plus, parce que parfois la marque a un budget et me dit, bon, on a tant de budget. Donc moi, ça me va. Et parfois, ça peut être moins. Et c'est des discussions avec la marque à avoir après. Ça a été quoi ton plus gros partenariat ? Là où tu t'es dit, ah ouais, d'accord, ok, là, je pensais pas que je pouvais toucher autant. Mon plus gros, c'était quand j'avais, je crois, moins de 100 000 abonnés. J'étais absolument choquée. C'était avec une marque italienne. Et c'était pour 3 réels. Et du coup, un set de story à chaque fois, plus ou moins. Ouais, je crois que c'était ça. Et j'avais moins de 100 000 abonnés et c'était 18 000 €. 18 000 €. Je tombais des nues, je tombais de ma chaise, j'ai appelé ma mère, j'ai fait waouh! Ouais, c'était incroyable. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est eux qui te proposent les 18 000 ou c'est toi ? Du coup, c'était avec l'agence. C'était avec l'agence à l'époque. Et je pense qu'ils ont dû négocier, etc. Ils m'ont dit, ouais, là, j'ai une marque, je suis sur une propale pour toi, etc. Je t'en dirai plus, ce serait pour 3 réels. Est-ce que la marque te convient ? J'avais regardé, j'ai dit oui. Du coup, j'attends pour la proposition. Et c'était énorme. Est-ce que tu penses que toi, tu es en mesure de mieux négocier qu'avec ton agence ? Je pense que c'est différent. Alors, l'agence, ils ont des techniques de négociation que j'ai pas forcément encore acquis maintenant, parce que je suis sortie de l'agence il y a pas si longtemps que ça. Mais par contre, négocier avec une marque, moi-même, la marque voit mieux ma personnalité. C'est ça le problème que j'avais, on va dire, un des problèmes que j'avais avec l'agence, c'est qu'ils voyaient la personnalité de mon agent, comment mon agent répondait, etc., qui était plus en soi pour collaborer, pour vraiment finir avec un contrat. Moi, je discute avec la marque, c'est pour ça que je baisse un peu mes tarifs de temps en temps, mais parce que je discute avec la marque, c'est une marque que j'aime beaucoup, une petite marque, j'ai pas de problème à discuter avec, et pourquoi pas, on parlera plus tard, on pourra négocier peut-être dans 6 mois. Et la marque voit plus ma personnalité, je peux plus appeler, aller boire un café avec eux et créer des vrais liens. Et comme ça, je peux avoir des collaborations et des contrats sur le long terme avec des marques que j'aime vraiment, que mes abonnés vont aimer, qui sont plus dans mon ADN, plutôt que tout le temps avoir des partenariats différents. Ouais, toi, tu vois plus le côté humain. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je préfère largement faire peut-être une collaboration ou 2 dans le mois. En vrai, je n'en fais pas beaucoup quand on regarde sur mon compte Instagram, qu'une par semaine. Je pourrais pas. Il n'y a pas qu'une question d'argent, en fait. C'est aussi une question de feeling, de rapport humain. Et ça, c'est compliqué, je pense, de l'avoir avec une agence. Oui, c'est ça, parce qu'en soi, je discute jamais avec la marque, du coup. C'est rare qu'une marque dise, est-ce que Chrissa est disponible pour boire un café ? Ça m'est arrivé quand même, et même moi, je proposais, du coup, je disais à mon agent, est-ce qu'elle est disponible pour boire un café si elle est à Paris ? Ce sera plus facile de discuter de vive voix. Et il me disait oui ou non, ça arrivait quelques fois, mais du coup, il n'y a pas ce contact. Et je ne sais pas comment est la personne, quelle est sa personnalité. Quand je vois la personnalité de la marque, je peux savoir ce qu'elle attend de moi, du coup, plus ou moins. Oui, donc je sais comment bien faire mon travail. Et donc tu me disais, tu as été accompagnée pendant un moment par cette agence. Aujourd'hui, tu n'es plus accompagnée par cette agence. Et j'aimerais beaucoup savoir quelle est la vraie raison qui se cache derrière cette décision. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te charger toi-même de tes partenariats ? Après 2 ans avec eux, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et c'était une agence basée en France. Et mes abonnés ne sont pas forcément tous basés en France. Ils sont basés un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, au Maghreb ou en Amérique latine.
Et eux, ils avaient plus un catalogue de marques françaises. Et beaucoup de marques françaises ne veulent travailler qu'avec des créateurs de contenu français, avec une communauté française. Ce qui est en soi compréhensible, je peux comprendre pourquoi. Et j'ai l'impression qu'on avait un peu fait le tour, qu'ils ne pouvaient pas me ramener d'autres partenariats qui m'intéressaient plus pour l'étranger. D'accord, ok. Donc là, j'ai décidé de faire seule et d'essayer de trouver des partenariats un peu partout. Et vu que je parle plusieurs langues, je parle 5 langues, donc je peux négocier dans 5 langues. Je te pose cette question parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu qui ont des grosses communautés et qui ont décidé justement de quitter leur agence pour essayer de reprendre le contrôle, entre guillemets, de leur travail et de leur partenariat. Comment toi, t'expliquerais ça ? Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a aussi le pourcentage aussi, la commission à donner à l'agence. Je pense que ça aussi, ça joue un facteur. Et pour moi aussi, bien sûr, ça a joué un facteur. C'est quand même 30% et quasiment... En France, toutes les agences, c'est entre 20 et 30%. Okay. Quasiment toutes, de ce que je suis au courant. Et je pense qu'ils préféraient peut-être travailler seuls. Et pareil, pour le côté humain, voir directement avec la marque. Je ne sais pas comment sont les autres agences, si elles sont aussi toutes transparentes, aussi transparentes que la mienne était. Mais je voyais absolument tous les échanges. En tout cas, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Je voyais tout. Mais j'aurais peut-être négocié autrement sur certaines choses, avec ma personnalité. Donc moi, c'est pour ça que... De manière plus flexible, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Même ma façon de parler, moi je mets des emojis, etc. C'est un peu plus humain, c'est plus pas que du mail vraiment professionnel. C'est super intéressant parce que moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'on revient beaucoup à ça. Hein. En fait, il y a eu, tu sais, une vague comme ça de créateurs de contenu, influenceurs, etc. Et puis là, c'est devenu normal, c'est un métier à part entière et on a compris l'utilité et l'importance de faire appel à des créateurs de contenu. Et je pense que les marques aussi ne savaient pas trop comment voir tout ça, comment travailler avec ces personnes-là. Tu sais, ils ont appris sur le tas, quoi. Oui, eux aussi, bien sûr. Voilà, les agences sont arrivées, il y avait beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et aujourd'hui, on revient à quelque chose peut-être d'un peu plus basique, simple, beaucoup plus humain. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'il y a 2 ans, même quand j'ai commencé dans l'agence, il n'y avait pas autant d'agences. J'avais l'impression que j'en connaissais pas, ou alors c'était juste moi qui n'en connaissais pas autant. Mais là, d'un coup, je vois énormément d'agences qui sortent des nouvelles sur Instagram, sur les réseaux. Et je pense que les marques, avant, voulaient surtout la recherche de la personne qui a le plus d'abonnés, qui a le plus haut taux d'engagement. Et maintenant, je me rends compte qu'ils vont plutôt aller vers des personnes, et je suis très contente de ça, qui ont parfois moins d'abonnés, mais ils vont pour la personne. Parce qu'ils connaissent cette personne-là, ils vont dire « Ah, mais cette fille-là, j'aime bien, elle est plutôt comme ça, j'avais rencontré un event, etc. Elle a 30 000 abonnés, mais c'est pas grave, je travaille avec elle. » Donc, ils vont privilégier la personne. Oui. Et ça, franchement, c'est quelque chose que tu as constaté. Oui, ça me fait énormément plaisir quand je vois des petites créatrices de contenu qui partent, par exemple, en voyage ou qui vont travailler avec des grosses marques, etc. Parce que les marques ont décidé qu'ils privilégient la personne plutôt que le nombre d'abonnés. Ah, c'est intéressant tout ça, en fait. Hein. Ok. Et ça a changé. Ça, en 2 ans, ça a énormément changé. Alors toi, Chrissa, tu me disais, tu parles 5 langues, hein, c'est ça ? Oui. Donc le grec, le serbe ? Serbo-croate, oui. Serbo-croate, français, obviously, l'anglais, l'espagnol. L'espagnol. Donc 6 en fait. Français, grec, serbo-croate, anglais, espagnol. Anglais, espagnol, 5. Mais bon, en parlant le serbo-croate, je peux comprendre énormément de langues slaves aussi. Donc on va dire c'est un minimum de 5. D'accord. Donc on peut dire que ça aide quand même dans les négociations, puisque finalement tu peux parler avec plein de personnes dans plein de pays différents. Est-ce que tu as une vision internationale de ton business ? Oui. Mais c'est ce que, en fait, dès que j'ai commencé sur mes réseaux, je ne parle pas du tout en français. Sur mes réseaux, je parle en anglais. J'ai toujours commencé en anglais. Et peut-être parce que je me sentais un peu plus à l'aise, je me suis dit, c'est bien, je touche le monde entier. Pourquoi est-ce que je me restreindre à un petit pays comme la France sur la carte, plutôt que le monde entier ? Tout le monde peut me comprendre en anglais. Et j'aime bien pouvoir aussi échanger avec des personnes de cultures différentes, de pays étrangers. Mes abonnés viennent de partout dans le monde. Je trouve ça génial. Je sais que pour certaines marques qui préfèrent avoir, par exemple aux États-Unis, ils préfèrent avoir des créateurs de contenu qui ont des followers basés plus aux États-Unis, en France plus basés en France, etc. Donc parfois ça peut être difficile de travailler avec certaines marques, mais je ne changerai pas. Je ne recommencerai pas. J'aime bien avoir des gens de partout dans le monde. Moi, je trouve ça absolument génial. Franchement, je pense que c'est une bonne décision que tu as prise au départ, parce qu'en plus, dans ton domaine, ça ne nécessitait pas forcément de parler obligatoirement en français. Bah non, ce que je veux dire. Ça, voilà, oui. C'est ça. Donc, ça te permet vraiment d'avoir une audience partout dans le monde. Tu m'as dit, la plupart des personnes qui te suivent sont aux États-Unis, c'est ça ? C'est fou. C'est dingue. Quand je suis allée aux États-Unis, je suis restée 1 mois et demi en octobre-novembre.
Des gens me reconnaissaient dans la rue. Ah ouais, Je carrément. trouvais ça fou. Je me disais, waouh, moi. Comme quoi, ça peut aller très vite. Hein. Mais ça va très vite, Ouais. c'est fou. Et surtout, c'est pas la même culture. Là-bas, c'est plus la culture de la célébrité, on va dire. Donc, C'est ça. dès qu'on est créateur de contenu. Et puis, ils valorisent un peu plus aussi. Hein. Ah oui. Les créateurs Ouais, de ouais. contenu. Oui. Influencer, pour eux, c'est pas un gros mot. Non, c'est pas un Bien gros au mot. contraire. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, ils sont tous plutôt curieux et super sympas. Ils posent des questions. Quand on les croise dans la rue, ils sont mais vraiment adorables. Du coup, le fait de parler en anglais, d'avoir cette immense audience partout dans le monde, bah, ça te donne beaucoup plus d'opportunités. En soi, oui et non, du coup, parce que comme j'ai dit, il y a des marques qui se focalisent vraiment que sur des abonnés, des créateurs de sont contenu basés dans qui le sont pays. basés sur un pays. Ok. Mais ça m'ouvre plus de portes pour, par exemple, les voyages. Parce que les voyages, ils ne s'intéressent pas forcément à une communauté en général. Les agences de voyage, les hôtels, ça dépend en fait. Du coup, ça m'a ouvert une porte. C'est pour ça que je me suis lancée plus dans le voyage. J'adore le voyage, j'ai toujours voyagé dans toute ma vie. Et j'ai toujours partagé, par exemple, quand j'allais en Grèce, quand j'allais en Croatie ou en Serbie voir ma famille. Et je me suis dit, bon, l'année dernière, je vais voyager au moins une fois par mois et le partager sur mes réseaux. Et ça m'a ouvert la porte des voyages. Ah d'accord, donc tu as déjà commencé toi par voyager et partager. Exactement. Et ensuite, Oui. il y a des agences, des hôtels, des choses comme ça qui sont C'est venues ça. vers toi. C'est ça. Donc tu as créé toi-même en fait ton environnement Exactement. pour leur dire regardez de quoi je suis capable. Exactement. Mes vidéos sont superbes, mes vidéos, Et ouais, mes oui. photos aussi. D'accord, ok, ouais, c'est hyper smart. Mais justement, comment toi tu différencies les partenariats qui sont rémunérés et ceux qui sont nature, c'est-à-dire billets d'avion, hôtels, activités et tout ça quoi. Alors pour moi, c'est toujours les mêmes tarifs que par exemple avec une marque de vêtements, pour les réels, pour les posts, que ce soit pour les agences de voyage. Mais les voyages, pour moi, c'est un peu plus compliqué d'avoir du paid. Ah Je oui. trouve que c'est plus, en tout cas à mon niveau, c'est peut-être que moi, hein, mais vu que je fais un peu de tout, j'ai plus du gift, j'ai plus, on m'envoie plus dans des pays à l'étranger gratuitement que gratuitement et payé. Donc, par exemple, un hôtel va t'accueillir pendant voilà, une semaine, un séjour complet dans son hôtel avec les activités, tout ce qui va avec, les billets d'avion aussi, mais ils vont pas forcément te payer pour Non. ça. Donc, ça va être du contenu que tu vas leur donner, c'est ça? Ou que Bon. tu vas juste partager sur tes comptes, mais ils En ont soi, je vais accès à partager ça. sur les comptes. Oui, bien sûr, ils ont accès à ça. Mais après, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça aussi. Parce qu'en soi, tout est gratuit. Donc, mon vol, mon hôtel, etc. Donc, ça, je ne le paye pas. Donc, pour moi, D'accord. ils me payent de cette façon-là, on va dire. Et ça ne me dérange pas d'avoir ça en gift. D'accord. Sans être payé de temps en temps. Dans cette situation, dans cette configuration-là, toi, ce que tu gagnes en réalité, c'est une expérience de vie. Exactement, oui. Donc, j'emmène avec moi ma maman ou une copine. Pour en faire profiter un petit peu. Exactement. Exactement. Et c'est bien, ça me fait du contenu aussi. En soi, c'est un investissement pour moi. Parce que ça me fait du contenu en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, vu comme ça, oui, je comprends. Parce que quand on me dit, oui, mais tes cafés, ou ils coûtent cher, ou il y a tel vêtement qui va coûter cher, ou tel. C'est comme par exemple un trépied, ça coûte cher, mais c'est de l'investissement pour moi. Du coup, ça me dérange pas du tout d'avoir parfois des collaborations que c'est du gift, mais j'ai une belle expérience derrière. Ça te permet en quelque sorte de scénariser ton contenu, tes C'est ça. looks. Même la créativité, d'avoir, ça me booste du coup. Ouais. Ah bah, quand on voyage, Là, quand on bouge. Ah, je vais beaucoup mieux. Ouais. Je sais pas pourquoi, on se sent Oui, beaucoup ça mieux. Dans un bel hôtel, C'est 5 ça. étoiles, je sais pas, on a plein d'idées qui nous arrivent Exactement. comme ça. D'un coup, on se sent plus C'est relax. dingue. Ouais. On se sent beaucoup plus relax après un Vraiment. spa et tout. C'est ça, plutôt que dans le métro. À Vraiment, Paris, c'est mieux, vraiment. avec la pollution. Ouais, je comprends, ok. Mais comment tu arrives à différencier ça? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu vas avoir affaire à un hôtel, ça va être du gifting, c'est ça? Non. Je discute avec la marque, du coup, je discute avec l'hôtel ou l'agence de voyage. Je leur dis clairement, écoutez, moi, je travaille plus sur du paid. Avez-vous un budget sur ça? Avant de D'accord. balancer mes tarifs, parce que parfois, ils peuvent être un peu... ça peut faire peur, ce que je comprends totalement. Du coup, je demande s'ils ont un budget, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Moi, je fonctionne plutôt comme ça, et on trouve un arrangement en général. D'accord, ok. Ouais, il y a beaucoup de communication en fait à Oui, avoir. beaucoup de communication. Et il faut oser, il faut pas avoir peur Non, bien sûr, il ne faut pas avoir de peur. poser la question. Non, il faut toujours poser la question parce que si on ne pose pas la question, bien sûr que les marques ou les agences de voyage ou les hôtels vont dire c'est pour gratuit. En soi, c'est logique si on ne pose pas la question. Mais il faut toujours poser la question et y aller au culot. Et s'ils disent non, ils disent non, c'est pas grave. Aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui gères absolument tout dans ton activité? Tu ne délègues absolument rien? Absolument rien. Ah ouais. Pour Oui, quelle là, raison? c'est absolument tout. Parce que je voulais essayer d'être seule. Je ne l'ai jamais fait seule. Du coup, dès que j'ai commencé, j'étais en agence et je voulais l'apprendre seule. Je veux pouvoir le faire seule et voir ce que ça fait et si je peux me débrouiller. Tout simplement. Et alors, les avantages à gérer tout ça
toute seule? Les avantages, j'ai accès à absolument tout. Je peux choisir, je fais mon propre emploi du temps. Donc, je peux discuter moi-même avec les marques. Je peux choisir moi-même à qui je veux répondre positivement, à qui je réponds négativement. Et aussi, je peux répondre tout simplement. Enfin, ça fait du bien de pouvoir répondre, avoir un contact avec quelqu'un, avoir des nouvelles connaissances aussi. Alors, apprendre à connaître des nouvelles personnes, des nouvelles marques. Parfois, avec une marque, je ne vais pas forcément travailler avec, mais je vais très bien m'entendre et garder en contact avec. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça, j'aime beaucoup. Et les inconvénients, je dirais, de tout gérer toute seule. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et du coup, j'apprends tout parce que je ne rédigeais pas vraiment de mail avant. Je ne savais pas du tout comment rédiger un mail. J'apprends tout et c'est très long. C'est très très long de répondre aux mails, de négocier, d'aller vérifier après la marque si tout est en règle, si ça me convient, de choisir si c'est mon ADN, si ça va plaire, ça me plaire et me plaire à mes abonnés. C'est très long. Le process est long. On s'en rend pas compte quand on se lance dans ce domaine-là. Hein. Non, c'est très long. Du coup, il y a le mail qui arrive. En général, il y a un mail qui arrive, imaginons. Et je vais regarder la marque, si ça me plaît, si les vêtements me plaisent. Après, il faut négocier. Et parfois, c'est des négociations de jours ou semaines qui n'aboutissent à rien. Ouais. Donc, parfois, on a l'impression que c'est du temps perdu. Bon, pour moi, non, parce que c'est quand même une expérience. J'ai appris un peu plus à négocier ou comment ne pas négocier aussi. Et parfois, il faut aussi que je démarche. Parce que je ne dois pas attendre juste que les marques me tombent du ciel. Donc, il faut que je fasse mon démarchage aussi. Donc, tu fais aussi du démarchage. Oui. Tu n'attends pas que les marques viennent te voir. Si je vois sur Instagram, je reste le soir, je regarde un petit peu à qui je suis abonnée. Une marque que j'aime bien, je vais envoyer un message. Parce que tu sais qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a des personnes, créateurs de contenu comme toi, qui disent faut surtout pas démarcher, faut les laisser venir, ça donne une mauvaise image. Voilà. Et d'autres comme toi qui disent mais pas du tout, faut démarcher, faut aller les voir. Pourquoi pas? On ne sait jamais. La plupart du temps, quand je démarche, les marques ne me connaissent pas avant. Peut-être qu'elles m'ont jamais vue en fait sur les réseaux sociaux, donc on ne sait jamais. Et même si ça finit en gift ou en rien du tout, j'ai tenté. Ouais. Et du coup, c'est quoi le premier contact que tu as avec ces marques-là? C'est quoi le premier message que tu envoies? C'est sur les réseaux, c'est par mail? Les deux, en général, j'envoie sur les réseaux s'il n'y a pas le mail en bio. Donc, je vais trouver sur les réseaux. Je vais envoyer un petit message où je me présente et je dis que je suis tombée amoureuse de la marque ou que ça fait longtemps que je les suis. Ça dépend en fait de la marque en soi. Et après, je vais demander s'ils ont un mail et s'ils ont déjà collaboré avec des créateurs de contenu et s'ils seraient partants pour pouvoir faire un truc avec moi. Par exemple, si je veux, imaginons visiter la Hongrie. La Hongrie, imagine. Très beau pays. Voilà. Je vais regarder, il y a en général Visit Hungary sur Instagram. Donc tous les pays, ils ont, plus ou moins tous les pays, ils ont une page Instagram ou un site qui s'appelle Visit et le nom du pays. Oui. Ça, c'est ce que j'ai appris en regardant un petit peu. Je regarde où les influenceuses sont parties, par exemple, où les créateurs de contenu sont partis, et je regarde si elles ont été invitées, qui elles ont identifié. Donc je vais envoyer un message à la personne qu'ils ont identifiée et je vais dire bonjour, je me présente, je vais me présenter, je m'appelle Chrissa, j'ai 24 ans, je suis sur les réseaux sociaux, je suis fashion, lifestyle et voyage, j'adore partager tout avec mes abonnés. Je me posais la question, donc j'ai travaillé pour tel hôtel, j'énonce un petit peu avec qui j'ai travaillé. Et il y a sur mon Instagram en général toutes les photos, j'ai épinglé 3 photos par exemple sur mon Instagram, on voit ma personnalité. Donc on voit que j'aime Vampire Diaries, on voit que j'aime voyager et on voit la mode. Donc directement, si l'hôtel ou la marque va sur mon compte, ils voient directement ce que j'aime. Donc je vais énoncer tous les hôtels, agences de voyage avec qui j'ai travaillé. Et après, je vais leur demander s'ils ont déjà travaillé avec des créateurs de contenu et s'ils seraient partants à faire quelque chose avec moi. Aussi simple que ça. Aussi simple. Après, ils me disent oui ou non. Et... Sans entrer dans les détails. Non, pour un premier message, non, de c'est pas nécessaire. De format, de trucs qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est juste pour une mini présentation. Pour un premier message, c'est une mini présentation et demander s'ils sont partants. Donc toi, en fait, tu contactes pas l'hôtel en réalité. Tu contactes les agences de tourisme, Visite Hongrie, Visite... Les deux. Par exemple, si je sais que je vais voyager dans un pays. Donc l'année dernière, j'ai voyagé en Jordanie. C'était mon rêve absolu d'aller en Jordanie depuis beau, la Jordanie. Toujours. Oui. Meilleur voyage de toute ma vie. Je savais que j'allais y aller avec mes parents. Et du coup, j'avais pris mes billets d'avion, c'était sûr, j'allais y aller. Et je me suis dit, pourquoi pas contacter des hôtels. Ce serait bien, et pour eux et pour moi, c'est bien d'avoir sur mon compte Instagram, sur mon feed, que j'ai travaillé avec des hôtels en Jordanie. Et pour eux, pourquoi pas, ça peut être bien d'avoir du contenu. Donc j'ai envoyé des messages. Hello, je vais en Jordanie de tel à tel jour. Pareil, je me suis présentée par exemple, du 5 au 10 février. Est-ce que vous êtes disponible? Je serai par contre avec mes 2 parents. Donc ça, il faut toujours le préciser. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des créateurs de contenu? Et si oui, comment ça se passe? Et là, j'avais eu des hôtels gratuitement. D'accord, ok. Ouais, il faut vraiment
Faut y aller au culot. Y aller au culot. Littéralement. Et les contacts, tu les trouves facilement. Mais oui, tout est sur Instagram en vrai. C'est vrai que tout est sur Insta, Tout, en fait. on peut tout trouver Aujourd'hui, sur j'ai l'impression que tout le monde met son adresse mail sur Instagram. Moi, sur la première. TikTok. Toi, Oui. la première, oui, Oui. c'est vrai. Donc, Tout bon, est sur Instagram. on a l'impression peut-être au départ comme ça que c'est inaccessible ou voilà, que ça se fait pas trop. Mais en Moi, fait, ça me pas dérange pas du tout. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, c'est pas la même école. Ils disent, non, faut pas démarcher, c'est à eux de venir nous voir. Je peux comprendre, mais moi, j'aime bien démarcher. Parce qu'ils me connaissent pas, ça se trouve, ils sont jamais tombés sur mon compte. Et ça te réussit plutôt bien. Bah oui, du Donc, coup. Pourquoi pas. Franchement, oui. Ce que je retiens aussi dans ce que tu m'as dit, c'est que tu accordes une importance aux posts épinglés. Oui. Tu me dis, voilà, j'en ai mis 3 qui reflètent un petit peu mon profil, ce Oui. que j'aime, qui je suis. Exactement. Ça, c'est un détail quand même à Je connaître. trouve ça important. Et parce qu'avant, c'est une fille sur TikTok, elle a fait une vidéo sur moi. Et je suis tombée sur sa vidéo et elle expliquait comment j'étais passée, j'avais 50 000 abonnés à maintenant presque 800 000 sur Instagram. Ah, donc elle expliquait un petit Elle peu ton expliquait ascension. et elle montrait la différence de mes comptes. Et je trouvais qu'elle avait totalement raison et je l'ai fait un peu, mais sans me rendre compte. C'est elle qui me fait me rendre compte de ça, que ma biographie a totalement changé, que j'avais écrit, j'ai mis une petite phrase, The girl who loves wearing suits and watching the Vampire Diaries. Mais Donc, ça donne 2 éléments. ça me donne tout de suite, tu vois sur mon compte, tu vois Chrissa, que je m'appelle Chrissa Andis, et que j'aime porter des costumes et que j'aime Vampire Diaries. Tu sais tout de suite à qui t'as affaire. Et directement, c'est un peu plus personnel. On sait directement à quoi s'attendre sur ma page. Et en épinglé, j'ai mis une photo avec un acteur de Vampire Diaries. Donc on voit que j'aime aller à des conventions, que j'aime la série, que je suis une personne normale qui regarde des séries et que je suis fan de quelque chose comme n'importe qui peut l'être. En deuxième, j'ai mis une vidéo en Jordanie. Donc j'aime les voyages et je les partage sur mes réseaux sociaux. Et après, en troisième, j'ai mis moi en costume. J'aime la mode et la mode masculine-féminine. Tu sais que c'est super intéressant ce que tu nous dis. Hein. Parce que pour toi, ça peut te paraître naturel. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des détails en fait, qui vont faire la différence et qu'il ne faut surtout pas négliger. Qui vont vraiment donner une sorte de typologie de la personne. Et ouais, peut-être que toi, tu le faisais naturellement au départ, mais il y a des gens dont c'est le métier, tu vois. C'est des marketeurs qui font des stratégies et qui vont ensuite conseiller ce que toi, tu es en train de faire en fait naturellement. Mais ça, moi, je voulais juste qu'on voit plus ma personnalité, qu'on voit directement qui. Quand on voit sur mon compte, ils vont voir par exemple un réel, ils vont aimer sur Discover, ils vont aimer, ils vont liker. Mais ce qui vont les faire rester, c'est vraiment voir. Et quand ils vont sur mon compte directement, s'ils aiment Vampire Diaries, ils vont follow tout de suite parce qu'ils voient directement que je partage ça aussi. Ouais, je comprends. C'est vraiment donner des éléments de tes passions, de qui tu es, ce qui va te différencier et t'apporter encore une fois ce côté humain. On en revient toujours à la même chose en fait. C'est le côté humain. En fait, maintenant, j'ai l'impression, même moi, quand je suis des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas forcément pour la beauté ou pour la mode ou autre. J'aimerais bien avoir un petit peu plus comme les célébrités. On va en savoir plus sur leur vie, on va être un peu plus proche. Et je sais que c'est ce que toujours j'ai voulu avoir quand j'étais jeune. Et je sais très bien que les gens aiment ça aussi. Et j'aime le partager. J'aime avoir ce contact avec eux parce que c'est quand même des humains. Enfin, c'est un chiffre pour moi sur mon téléphone, mais c'est pas qu'un chiffre, c'est des humains avec qui je partage ma vie. Donc, et c'est grâce à eux aussi que je suis là. Donc c'est normal de partager ma personnalité. Donc ça fait un peu plus par rapport à moi. Bon, en tout cas, je mets juste le point sur un truc, c'est parenthèse. T'es fan de Vampire Diaries. On t'a déjà dit que t'avais un air de Nina Dobrev. J'y crois pas du tout. On me l'a dit, mais j'y crois pas. Non, moi, je te le dis. T'as un petit air quand même. C'est le côté slave. C'est le côté slave, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que les petits créateurs, ceux qui ont, je sais pas, entre 10, 20, 30 000 abonnés, peuvent se permettre de contacter les marques comme tu nous l'as décrit là tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire? Bien sûr. Et les marques, et qui peuvent avoir des réponses et surtout des résultats positifs. Mais même moi, parfois, je n'ai pas du tout de réponse. Les marques ne me répondent pas, parfois. Donc c'est à n'importe qui, qu'on ait 10 000 abonnés ou 1 million, pourquoi pas envoyer un message? On ne sait jamais en fait ce qui va arriver. Donc, vaut mieux envoyer le message et ils peuvent se permettre, bien sûr. Quel conseil vraiment concret tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer, elles aussi, sur les réseaux et en vivre? Le faire et avec passion. Il faut vraiment aimer. Ne pas le faire pour l'argent, pour sûr. Parce qu'il y a des mois où on va gagner 0 et des mois où on peut gagner des grosses sommes, des mois un peu moins. C'est vraiment aléatoire. Il faut le faire vraiment si on est passionné. Que ce soit pour n'importe quoi, que ce soit pour la mode, la cuisine ou autre. Si on veut commencer, ne pas écouter les autres, être au courant qu'on va être seul beaucoup de fois
et le faire avec passion. Si on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on partage, on va attirer des gens qui vont aimer ce qu'on partage aussi. Pour moi, c'est logique. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas attirer des gens qui aiment ce que tu fais aussi. Et ne pas écouter les autres. Ouais, non. On peut un petit peu développer cette thématique, je trouve ça super intéressant et important, parce qu'effectivement, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, et surtout quand on met son visage sur Internet, on peut avoir plein de retours, plein de feedbacks de la famille, des amis, de l'entourage, qui ne sont pas toujours très positifs, qui ne sont pas encourageants. Voilà. Toi, tu as déjà vécu ça? Et si oui, comment tu as géré cet aspect-là? C'était à l'université ou même des gens de l'école d'avant que je connaissais, donc des amis, d'amis, etc., qui ont vu que j'avais commencé sur Instagram et que d'un coup, j'avais 10 ou 20 000 abonnés. C'est surtout quand j'avais peu d'abonnés, enfin, moins que maintenant, et qui me disaient... j'avais des screens de conversations qui disaient la fille qui veut être une influenceuse. C'était vraiment très très méchant, ou que ce soit sur mon physique ou autre, enfin que j'irai jamais plus loin parce que je fais pas telle taille ou autre, enfin des trucs vraiment ridicules, et j'ai jamais écouté, sincèrement, parce que j'aime ce que je fais. Mais sur le moment, ça blesse quand même un peu. Ça, c'est vrai que après ça m'est égal parce qu'ils vivent pas ma vie. C'est eux, s'ils aiment pas faire ça, ils le font pas. Du coup, moi, j'aime ce que je fais profondément, et j'aime plus ce que je fais que j'ai été blessée par ce qu'ils disent. Ça, c'est bien. Vraiment, ça m'a... Au début, oui, ça blesse un peu, surtout quand j'étais un peu plus timide et que je commençais les événements et que je me retrouvais seule et que personne me parlait. Je me suis remise en question. Et je pense que c'est normal de se remettre en question. Je me suis demandé si je faisais la bonne chose, si c'était vraiment ma voie. Mais après, je me suis aussi retrouvée avec mes abonnés, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'haters, j'en ai pas. Et ça, je suis très très contente. Et quand je vois mes abonnés, ce qu'ils écrivent, à quel point ils aiment ce que je fais, autant que moi j'aime, mais pourquoi m'arrêter? Juste parce que quelqu'un peut être jaloux que j'ai osé faire quelque chose que j'aime et me montrer. Non, hors de question. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu nous dis que tu as une communauté qui est plutôt bienveillante. Oui. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est dû à ta personnalité, à l'image que tu renvoies? Je pense que oui, vu que j'ai toujours prôné la bienveillance sur mon compte. Et quand on n'est pas d'accord avec mes valeurs, quand on m'envoie des messages de haine, je bloque. Il est hors de question. Ouais. Même si c'est des abonnés, je vois qu'ils sont abonnés à moi, ça m'est égal de perdre des abonnés sur ça. Je ne laisse pas des personnes... C'est ma page, pour moi c'est ma page, c'est mon compte Instagram. Je décide, on ne va pas venir sur ma page mettre de la haine, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc je pense que quand ils ont vu que je prenais la bienveillance, on peut que prendre la bienveillance avec moi. De toute façon, je laisse pas le choix. C'est pas possible. Ouais, t'as bien raison, de toute façon, comme tu dis, c'est ta page, c'est un peu ton sanctuaire à toi, ta maison en quelque sorte. Et voilà, t'imposes tes propres règles. Écoute, on n'a pas de temps à perdre. Exactement. Avec ces gens-là. C'est ça, non, c'est bon. Je discute même pas, c'est bloqué. Moi, bien sûr, je suis allée faire un tour sur ton compte pour préparer cette interview. Et j'ai regardé un petit peu ce que tu postais. Je remarque que quand même, tu fais beaucoup attention à ton image. Ce sont des photos, des vidéos qui sont très travaillées. Mais surtout, il y a un côté très élégant et jamais vulgaire. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a frappée. Parce que bon, de nos jours, on voit un peu de tout sur les réseaux, faut se le dire. C'est quelque chose qui est maîtrisé, ça, de ta part? Non, parce que je m'habille vraiment comme ça tous les jours. Et j'ai toujours voulu... Je suis passée par la case un peu plus vulgaire quand j'étais un peu plus jeune. Le moment où je voulais... Je pensais que j'étais plus belle. Plus j'en montre, plus j'étais belle. Je pense que beaucoup de filles sont passées par là. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ma maman, qui s'est toujours habillée, mais très élégamment, en costume, etc. Et qui m'a toujours dit, tu sors pas comme ça. Et au final, ça m'a aidée. Et je me suis rendu compte que je me sens 10 000 fois plus belle comme ça, élégante. Et c'est fou, mais les gens me respectent plus aussi. Exactement. Je renvoie l'image que je veux renvoyer de moi. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ça. Moins t'en montres, plus t'es élégante. Exactement. Et plus les gens te respectent. Exactement. Parce que, justement, c'est une image que tu vas projeter, quoi. Mais bien sûr. T'es pas n'importe qui, tu montres pas tout. Et du coup, les gens vont adapter, tu vois, leur attitude et leur façon de parler à la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est hyper important, Mais ça, vraiment, cette phrase, elle est importante. Toi, jeune, tu pensais que plus tu en montrais, plus tu étais, on va dire, désirable, belle. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout, non. J'étais peut-être désirable aux yeux de personnes qu'au final, je ne voulais pas dans ma vie. Quand on se rend compte, c'est pas ces personnes-là que je veux attirer dans ma vie. Non. Donc, et je trouve ça important aussi de le dire, et je le dis souvent sur mes réseaux, parce que toutes les semaines, je fais des sortes de Sunday chit-chat, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de très jeunes filles sur mon compte Instagram, et que c'est important de leur dire, de leur montrer, parce que c'est dans leur âge, donc 14-15 ans, que je voulais d'un coup en montrer plus et de me dire je me sens plus belle, plus féminine, plus femme. On veut grandir trop vite, en fait. Et de leur montrer que c'est pas nécessaire. Que vraiment, c'est pas nécessaire et qu'il faut pas trop en montrer.
De toute façon, on attire ce qu'on projette. Exactement. Donc c'est très important de faire attention à l'image qu'on va Bien donner sûr. de soi, et ce, dès le départ, en fait. C'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on est jeune, à vouloir recopier ce qu'on peut voir sur les réseaux. C'est ça. C'est pas forcément une bonne chose. Et surtout, il faut avoir une vision à long terme C'est ça. et de se dire quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre par rapport à tout ça. On s'en rend pas compte, mais des photos et des vidéos, mais en fait, oui, ça transmet des valeurs, ça transmet un message. Mais bien sûr. Les gens se font une image, en fait, de toi, vraiment. Hein. Mais bien sûr, et puis surtout, c'est là où il faut se remettre en question quand on voit quel type de personne on attire, du coup. Ouais. Si, là, par exemple, je vois très clairement sur mon compte Instagram, j'ai 90% de femmes. Oui. C'est rassurant en même temps. Hein. Moi, ça me rassure, Parce que personnellement. sinon, ça serait 90% de pervers. Hein. Ben, c'est ça. Donc, Puis même, bon. les hommes, ils vont pas acheter les robes ou quoi que je poste sur mon compte. C'est ça. Ça serait un peu bizarre. Ouais. Mais du coup, ça me rassure et j'aime bien cette communauté que j'ai pu créer. Et je suis contente parce que je me dis que d'un côté, ce que je fais les choses bien. Parce que j'ai réussi à attirer des personnes très, très bienveillantes, que ce soit des filles très jeunes, où j'ai beaucoup de mamans aussi. Et quand je vois leur compte, parfois, elles m'identifient, qui s'habillent élégamment, qui sont bienveillantes, qui sont mais vraiment trop mignonnes. Je me dis, au final, je fais quelque chose de bien. J'ai vu aussi, Chrissa, que toi, tu accordes une importance particulière à ton bien-être et ta santé mentale. Tu le disais tout à l'heure, c'est des sujets que tu partages souvent sur ton compte. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette prise de conscience ? Parce qu'encore une fois, tu es quand même assez jeune. Et moi, j'ai l'impression que c'est au bout de 2-3 burn-out que là, on commence à se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je vais peut-être me remettre un peu en question et faire attention à ma santé mentale, tu vois ?» Toi, non, c'est vrai que c'est un sujet que tu prends à bras-le-corps très tôt. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette prise de conscience-là ? Alors c'est sûr, c'est pas depuis la naissance, parce que venant d'une famille balkanique, pour nous, je pense que c'est un peu comme le Middle East, etc. Nous, les problèmes de santé mentale, ça n'existe pas. Qu'on soit bien clair, non, tu vas bien, vas-y, sors dehors et va travailler. Mais je pense que c'est quand je suis revenue en France après la Grèce, c'était très difficile, parce que du coup, j'étais adolescente. Donc déjà, j'étais partie, j'avais fait de France à Athènes. À Athènes, j'avais fait des rencontres exceptionnelles, mes meilleurs amis. Et après, j'ai dû partir pour ma dernière année de lycée et venir à Paris. C'était très dur parce que j'étais, encore une fois, seule. J'ai pas pu me faire d'amis. En dernière année de lycée, en général, tout le monde a déjà son groupe d'amis et puis c'est la dernière année de lycée. Donc, c'était un petit peu difficile. Et j'ai eu aussi quelques problèmes de santé qui m'ont fait réaliser que la vie, elle est très courte et que si on n'a pas la santé, que ce soit physique ou mentale, on va nulle part. Je me suis rendu compte très très tôt, j'avais du coup 17-18 ans, et j'ai l'impression que ça m'a mis un coup de maturité direct, mais ça m'a fait prendre conscience que si j'ai pas la santé mentale, j'ai pas la santé physique non plus, parce que le stress joue énormément, et j'étais une fille extrêmement stressée, mais au point de trembler comme une feuille de la tête aux pieds. Je stresse toujours aujourd'hui, mais pas à ce point-là, j'ai appris à me contrôler. Et le stress, quand j'ai eu des problèmes de santé, les médecins m'ont dit que c'était un des facteurs. Donc si on n'a pas la santé mentale, qu'on n'a pas la stabilité mentale, on n'a pas la santé physique et on n'a rien. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté des livres sur la santé mentale, la loi de l'attraction, etc. J'ai commencé à lire, aller sur les réseaux sociaux, à regarder un petit peu, mais comment aller mieux. Donc j'ai des hobbies, donc je dessine, je vais sortir, prendre du temps pour moi, en dehors de mon téléphone, en dehors de sortir et apprendre à être seule avec moi-même. Et ça m'a complètement changé. Comment tu as appris à mieux gérer ton stress ? Déjà des exercices de respiration. Ah ouais, la parce que respiration, je stressais tellement, mais je tremblais, je pouvais plus respirer. D'un coup, j'avais l'impression d'asphyxier littéralement. Je me suis fait des crises d'angoisse. Au début, je me disais, mais c'est quoi crise d'angoisse ? Je comprenais pas ce que c'était. Parce qu'on m'a jamais appris ça. Ouais. Du coup, j'ai réussi... les médecins et ça m'ont dit, mais exercices de respiration, etc. Et écrire dans un journal m'a énormément aidée. Vraiment, j'ai commencé, j'avais vu, je crois, une vidéo TikTok de quelqu'un qui disait d'écrire dans son journal l'aide énormément parce que du coup, j'écris tous mes sentiments, comment je me sens. Chaque jour, tous les matins, donc je vais me lever. Donc j'avais commencé, c'était pas tous les matins au début parce que c'est dur de prendre le fil, mais j'ai écrit comment je me sens matin et soir. Et de l'écrire, ça m'aide à comprendre pourquoi je me sens comme ça. Donc, j'ai décidé de vraiment écrire tous les jours et d'être seule avec mes sentiments et de savoir pourquoi je me sentais comme ça, que ce soit mentalement ou physiquement. Et ça m'aide encore aujourd'hui.
Le journaling, c'est vrai que c'est une très très bonne technique Oui. qui a été beaucoup développée et dont qui a été beaucoup partagée par une autrice qui s'appelle, je sais plus quoi, Cameron. Son livre est super. Je t'enverrai Oui. le lien si tu veux, parce que je sais que t'aimes beaucoup lire Oui. sur ce type de thématique. Et en fait, les bénéfices vraiment du journaling comme tu le fais toi, c'est que tu vas mettre sur papier toutes les choses qui vont parasiter ton esprit. Exactement. Et donc, quand on les couche pas sur le papier, bah, qu'est-ce qu'elles font ces choses-là? Elles vont rester, elles vont oui. tourner dans la tête Exactement. toute la journée. Et puis, en général, ça va plutôt être de pire en pire. Tu vois, Ouais, le c'est cerveau, ça. il aime bien aller plutôt vers le côté bad. C'est ça. Et c'est des choses que tu vas pas forcément le dire à quelqu'un, que tu n'as pas forcément envie de Aussi. le dire. Peut-être que tu as personne à qui en parler. Et de l'écrire, c'est un peu comme si tu en parlais à quelqu'un. Mais tu le parles à toi-même, à ton journal. Et de toute façon, tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Non, hein. bien sûr. Non, Il c'est faut clair. quand même Il bien faut choisir garder, les personnes à qui on dit, Bien on sûr. se confie sur certains sujets. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais commencé la pratique du journaling il y a quelques temps, avec le 5-minute journal, Ah oui, je l'ai que tu aussi. connais, ouais, Oui. de Alex et Mimi Icon. Oui, franchement, il est sympa. Quand Il est pour très bien. commencer, Ouais. il est très bien. fait. Et au-delà du fait de se dire, voilà, je vais écrire dans mon journal tous les matins, vraiment, ça a des effets hyper positifs sur le cerveau. Je suis d'accord. Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'essayer, mais surtout les personnes qui sont peut-être un peu plus anxieuses, stressées. Et si vous ne savez pas quoi écrire au départ, parce que des fois, on est un peu bloqué, on se dit, Bien ouais, sûr. mais qu'est-ce que je vais raconter? Juste écrivez ce que vous pensez sur le moment, Exactement. avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, sans rien. Voilà, aujourd'hui, je me sens bien, c'est le premier jour de mon journal, je vais prendre mon café, et j'espère passer une bonne journée. Ouais, Voilà. c'est ça, quand on me demande, mais qu'est-ce que j'écris? Au pire, tu commences par qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Exactement. ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et après, on juste commencer d'écrire, ça va venir tout seul. À force, ça va venir tout seul. Si tu écris d'abord ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas écrire comment tu t'es senti après avoir fait telle ou telle chose. Et c'est comme ça que ça commence. Tu sais que le journaling, c'est une super technique, ça éviterait, je pense, beaucoup de dépression et de burn-out. D'ailleurs, Alex et Mimi Icon ont développé le journaling, le 5-minute journal pour enfants. Oh, je savais pas ça. Ouais, ça c'est c'est génial. bien, ça. Et c'est un truc, moi, je pense qu'il faudrait mettre dans toutes les écoles Je suis du d'accord. monde. Je suis Tu vois, dès d'accord. le plus jeune âge, dès que tu sais, que tu commences à écrire en primaire, il me semble. Ouais. Oui. C'est vraiment d'inciter les enfants le matin quand ils arrivent à l'école, leur donner 5 minutes, écrire un petit peu dans leur journal. Et je pense qu'ils grandiront, mais tellement bien. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce Vraiment que les enfants, différemment. parfois, ils disent pas aux parents, par exemple, même quand ils se font harceler. Donc, il y a des enfants qui vont pas le dire à leurs parents par peur ou autre. Donc, peut-être qu'ils l'écriront même dans un journal, ça. Ouais. Donc ça, je pense que ça pourrait énormément aider. Ouais. Ça permet aussi de coucher ses idées, ses états d'âme, tu vois, vraiment de faire une sorte d'analyse, auto-analyse Oui, de c'est soi. vrai. Non, c'est une bonne idée, ça, pour les enfants, en plus. Ouais, pour les enfants, mais j'ai trouvé ça génial. Je Bah, savais tu sais, pas. ils ont un enfant ensemble, donc Oui, du oui. coup, je pense que ça leur a c'est donné vrai. l'idée. Bah oui, c'est vachement bien. Et si tu nous donnais, par exemple, voilà, ce que tu as écrit dans ton journal ce matin. Que j'étais contente d'être revenue de Grèce, que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que je vais quand même une fois de temps en temps en Grèce pour me recharger, et que j'allais venir te voir et que j'étais super contente, stressée, mais super contente. Ah, c'est C'était sympa un ça. gros pas. Ouais, mais je mets tout dans mon journal. Je mets littéralement toute ma vie. C'est sympa, ouais. Et tu vois, c'est des choses positives. Donc Oui. tu commences ta journée voilà, de Directement bon avec des pied. choses positives, oui. Ouais. J'écris toujours d'abord le positif. Moi, je pense que voilà, faut encourager vraiment les gens à sauter le pas et ne pas voir ce truc-là comme un journal intime, Non, un peu bien gnangnan. sûr. C'est pas ça du Ça, tout. il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est nul, c'est les trucs quand on est enfant et tout. Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Testez, vous allez voir. Exactement. Vous allez approuver, c'est sûr. J'ai l'impression aussi, Chrissa, dans ta façon de vivre, il y a une part de solitude que tu cultives peut-être volontairement, je sais pas, et j'aimerais bien que tu nous en parles de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière consciente, volontaire ? Oui, j'ai besoin de ce temps seul, parce que pour moi, si on n'arrive pas à passer du temps seul, on ne peut pas passer du temps avec quelqu'un, on ne peut pas apprécier la présence de quelqu'un d'autre si on n'apprécie pas notre propre présence. Donc j'ai décidé d'enlever les personnes qui étaient négatives à ma vie, parce qu'il y a des personnes qui étaient, je me rendais compte, qui étaient plutôt négatives, et je ne me rendais pas compte. Ça peut être sur des réflexions, ou juste leur présence qui me mettait parfois mal à l'aise. Et au final, être seule, ça m'a aidé à voir clair sur beaucoup de personnes, sur beaucoup de choses, et à savoir choisir quelle personne je voulais qui reste dans ma vie. Quels sont les critères pour toi, 3 critères super importants que tu choisis, que tu mets en avant chez les personnes de ton entourage ?
Ce serait m'encourager si on s'encourage, surtout, de ne pas juger. Parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un plutôt d'essayer de la comprendre. Donc, ne pas juger et essayer de me comprendre. Et surtout, le troisième, je dirais la gentillesse. Obligatoirement être gentil. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas gentil. C'est impossible. Même quelqu'un qui est gentil avec n'importe qui, je parle dans la rue ou autre. Je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui n'est pas gentil. C'est bien d'avoir en tête ce genre de critères pour choisir les personnes qui t'entourent, surtout entourage proche. Oui, surtout, on va dire, dans ce monde-là, maintenant, parce que c'est bête, mais il y a des gens qui veulent être avec moi juste pour prendre des photos, juste pour que je les poste sur les réseaux. Et ça, malheureusement, je suis passée par là aussi, juste pour essayer d'avoir plus d'abonnés sur leur compte à eux. Mais ça, on s'en rend compte vite. On s'en rend compte dès qu'il y a un petit truc, un petit hic dans ma vie, ils sont pas là. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as volontairement exclues de ta vie ? Oui. Des amis ? Oui. Des amis ou même mon ex-copain, par exemple. J'étais avec quelqu'un pendant 5 ans, qui est quand même beaucoup. En soi, depuis le moment où je suis arrivée, je suis revenue en France. Et au final, ça allait plus. Je n'étais pas du tout heureuse, ne m'encourageais pas et je ne pouvais pas continuer comme ça. Pour moi, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Il en faut un peu plus quand même. Il faut de l'encouragement. Il faut plus que ça et c'était pas possible. Comment t'as identifié, au bout de 5 ans quand même de relation, que finalement c'était pas quelqu'un pour toi, pas quelqu'un de bien pour toi ? On va dire, je pense que c'était la dernière année, mais c'est là où j'ai beaucoup explosé, on va dire entre guillemets, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et qu'il n'était pas forcément là pour moi. Il était pas là, il m'aidait pas pour mes photos, il m'aidait pas pour mes vidéos, pour des recherches. Je lui demandais juste, par exemple, est-ce qu'on peut sortir et me faire mon contenu ? Ce sera plus facile qu'avec le trépied. C'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un. Et il ne voulait pas m'aider. On ne voulait pas faire d'efforts pour m'aider. Ouais. Du coup, pour moi, c'était pas possible à partir de ce moment-là. Il voulait pas s'impliquer, quoi. Non, c'est ça. Il voulait pas s'impliquer. Il ne voulait pas forcément en savoir plus. Si on s'intéresse pas à ma vie, je peux pas. Est-ce que tu penses que ça lui plaisait pas forcément, le fait que tu réussisses ? Ça, je sais pas. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est l'influence qui lui plaisait pas, que je poste des photos, ou que parfois, beaucoup de personnes peuvent croire que c'est un peu superficiel. Du coup, je poste des photos de moi, je suis toujours bien maquillée, bien coiffée, bien habillée. Alors pour moi, ça n'a rien à voir. Je suis comme ça tous les jours, parce que j'aime profondément m'habiller, me préparer, et je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est difficile de trouver des gens qui sont d'accord, qui sont en accord avec mon train de vie aussi, qui soient d'accord que je prenne des photos, ou genre je suis un peu plus lente parce que, attends, il faut que je fasse un plan ici ou autre. Qui vont s'agacer rapidement ? Oui, voilà, il y en a beaucoup qui s'agacent rapidement, ou ils disent, tu prends trop de temps à prendre tes photos, etc. Ouais, mais c'est mon métier et j'aime ça, en fait. Je veux partager, je dis, non, il faut que je partage ça à mes abonnés, etc. Je pense qu'à ce moment-là, ils voient pas que toi, t'es en train de bosser. Oui, mais c'est ça, pour eux, c'est pas... Je bosse pas. Ouais. Ils n'arrivent pas à voir ça comme, là, maintenant, je bosse. C'est comme si toi, t'étais derrière ton bureau. Je vais pas te déranger, je vais pas te dire, allez, vas-y, dépêche-toi. Moi, il y a un autre aspect de ta personnalité que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu es quelqu'un qui a une certaine liberté de parole sur la religion, la spiritualité. Tu partages pas mal de choses sur ces sujets-là avec tes abonnés. Et j'aimerais savoir, dans un premier temps, quelle place tient la spiritualité dans ta vie ? Une grande place, parce que du coup, je suis des Balkans et mes deux parents, mes deux familles sont chrétiennes orthodoxes. Et donc, je suis née, j'ai été baptisée, on va à l'église pour Noël, j'ai la double culture grecque et serbe, donc je suis les deux calendriers, que ce soit l'ancien et le nouveau, j'ai plusieurs Noëls, etc. Les traditions sont là et pour moi, ça prend une grande place. Donc, par exemple, pour Pâques, j'avais posté mes traditions, comme on fait nous orthodoxes, avec les œufs, etc. Pour moi, ça fait partie de moi. J'aime le fait que tu en parles librement, c'est pas quelque chose de commun. J'ai l'impression qu'au contraire, surtout en France, c'est un sujet plutôt tabou. Les gens ont peut-être un peu peur de parler de leur religion, leur spiritualité. Pourquoi c'est le cas avec toi ? Pourquoi tu te sens libre de parler de ça ? Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Et je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas partager ça parce qu'en soi, la religion, c'est entre toi-même et Dieu, et n'importe quelle religion. Mais j'aime bien partager, c'est aussi mes traditions, et j'aime bien moi aussi apprendre d'autres religions. Par exemple, mon meilleur ami s'est marié avec une femme marocaine musulmane, et j'ai appris énormément de la religion musulmane avec elle. J'ai appris énormément, par exemple, de la religion juive avec d'amis aussi, et j'adore apprendre plus, et vu que j'aime apprendre, j'aime aussi faire apprendre aux autres.
Donc je sais que chrétien orthodoxe, on n'entend pas forcément. On entend juste chrétien ou catholique, mais chrétien orthodoxe, on me dit, mais du coup, ça consiste en quoi ? C'est pas si différent, c'est chrétien. Et j'aime me faire apprendre aux autres. Mais c'est vrai ce que tu dis, en France on a plutôt une culture catholique, pas forcément orthodoxe. Moi-même il y a des choses que je connais pas encore vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire un petit peu quelles sont les différences ? Par exemple, on n'a pas les mêmes calendriers. Donc nous, les orthodoxes, on suit l'ancien calendrier. Les catholiques suivent le nouveau. Donc par exemple, pour moi, Noël va être le 7 janvier. Nouvel An, ça va être le 14 janvier. Ouais. Je suis là après tout le monde. Et pas que ça dépend des années. Ben là, c'était un mois et demi après tout le monde. Tout le monde souhaitait joyeux Pâques. Je dis, c'est pas encore pour moi. Ouais, donc c'est des célébrations qui sont un peu en décalé. C'est ça, le signe de croix qui n'est pas forcément fait pareil. Nos églises, le style n'est pas de la même façon. Mais sinon, pour moi, c'est la chrétienté. Donc, c'est juste des branches de la chrétienté. Mais je crois que vous n'avez pas de pape aussi. Oui, on n'a pas de pape. Ça, c'est une grosse différence. On ne croit pas au pape. On n'a pas de pape. Est-ce que tu pries régulièrement ? Oui. Et qu'est-ce que tu demandes le plus dans tes prières ? D'être en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé. Ouais. Ça, c'est toujours. Chez nous, à l'église, on a 2 endroits où on peut poser des bougies. Il y en a un endroit pour les vivants, un endroit pour les morts. Donc, on va poser une bougie, on met une prière et on fait le signe de croix. Donc, pour les morts, c'est quand tu as une pensée pour les morts, pour quelqu'un que tu as perdu. Et je mets toujours aussi pour les vivants pour protéger ma famille. J'ai toujours été croyante, mais j'ai jamais été... je pratiquais vraiment jamais quand j'étais plus jeune, surtout l'adolescence, etc. Moi, je me disais, oui, je suis chrétienne orthodoxe, mais je pratique pas, je ne prie pas, je ne vais pas à l'église ou autre. Et après avoir eu mes problèmes de santé, je pense comme beaucoup de personnes religieuses aussi, je me suis dit, je vais me tourner un peu plus vers ma religion, en apprendre un peu plus et me mettre dessus et aussi, du coup, faire du journaling, etc. Tout ça m'a aidé à passer au-dessus et à me dire que la vie sans cette santé, sans cette stabilité que me donnait aussi la religion, ne valait pas si j'ai pas toute cette stabilité physique, mentale et spirituelle. Je pouvais pas aller plus loin, tout simplement. Et concrètement, comment ça t'a aidé quand tu t'es sentie comme ça au plus mal ? Qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu t'adressais directement à Dieu ? Est-ce que tu priais ? Est-ce que tu faisais des choses concrètes ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, je priais parce que du coup, au début, je pouvais pas forcément bouger, on va dire. Je n'allais pas forcément à l'église. Parce que pour moi, je pense on peut pratiquer sans forcément aller dans les lieux de culte. Parce que les lieux de culte, les églises, sont, on va dire, des maisons, et même les prêtres qui sont dedans, et ça, peuvent parfois ne pas nous convenir. Donc pour moi, ma religion, je l'ai faite, j'ai commencé à pratiquer avec seulement moi-même, entre Dieu et moi. C'est comme ça que je le dis. Je l'ai fait chez moi, et j'ai commencé à prier un peu plus. Et ça, je me suis rendu compte que je me sentais plus calme. C'est quand je stressais, du coup, je me remettais à Dieu. Je me remettais à écrire. J'écrivais justement que je crois que tout va bien se passer parce que pour moi, Dieu ne me mettrait pas à cette preuve-là pour rien. Et est-ce que tes abonnés s'intéressent à ça, te questionnent sur ta religion ? Oui, quand je poste par exemple pour Pâques ou Noël ou autre, ils me posent plein de questions et j'adore. Du coup, ça me fait trop plaisir parce que du coup, je réponds à toutes les questions dès qu'ils en ont. Donc il y a un réel intérêt. Oui, bien sûr. Parce que tu sais, dans notre société moderne, on a l'impression que justement, on a voulu un peu mettre la religion de côté, ne pas forcément en parler. Il y a quelque temps, tu sais, c'était même mal vu ou c'est parfois tabou, ou ridicule, tabou, ridicule, voilà. Oui. Mais attends, tu crois en Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Franchement, moi, je crois que tu ne crois pas, donc pourquoi tu croirais pas que moi je crois ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, toi, t'en parles librement, tu me dis que tes abonnés aussi te questionnent là-dessus. En fait, c'est un sujet qui fait partie intégrante de ta vie. Mais oui, et d'un peu tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, du coup, ça fait partie de ta vie de ne pas croire. Ta spiritualité n'est pas là-dedans, n'est pas dans la religion. Et surtout, en parler avec mes abonnés, j'en parle toujours avec énormément de respect, et pour toutes les religions. Et ce qui est bien d'en parler avec eux, vu qu'ils sont curieux, et moi je suis curieux envers les autres religions, on se rend compte qu'on n'est pas si différents l'un de l'autre au final. Ouais. On se rend compte qu'on a tellement de similitudes, et ça crée un lien plus fort aussi, je trouve. J'en parle pas tout le temps, bien sûr, juste quand j'ai quelque chose ou autre, je vais en parler pour, on va dire, leur rappeler que moi aussi, je suis religieuse, que moi je suis chrétienne orthodoxe, et ça fait du bien, je trouve. Ouais, totalement. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir d'en parler avec toi.
Merci. Et je trouve que chacun devrait être fier de sa religion, Je de suis sa d'accord. foi, de sa spiritualité, Exactement. quelle qu'elle soit, Bien sûr. et qu'on devrait être tous libres en fait je d'en suis parler, de partager tout ça. Ça fait du bien en fait. Oui, Et, ça fait énormément de ça bien. fait beaucoup de Là, bien. j'avais partagé, la femme de mon meilleur ami, elle était là. Et elle est en France pour la première fois pour son Aïd, par exemple. Elle était là pour l'Aïd. Et je voulais l'aider. Et j'avais posté une vidéo dessus. Et les gens étaient tellement adorables. Et quand je poste une vidéo aussi pour, moi, Chrétien Talks pour Pâques, les gens sont adorables. Ils adorent ça. Ils adorent qu'on partage un peu plus de nos vies, qui sont un peu plus personnelles. Ouais. Parce que ça touche tout le monde. Mm-mm. Donc ça, j'adore. J'ai exactement le même ressenti que toi. Dès que je parle de religion, de spiritualité dans un épisode de podcast, je reçois toujours plein de messages de personnes qui sont hyper contentes de nous entendre parler de ça. Et qui me disent continue en fait. Continue parce que ça fait partie aussi de notre vie. On n'a pas l'habitude d'entendre ça à la télé, à la radio jamais. encore moins. Voilà. Non, on n'entend On jamais. n'entend jamais. Et en fait, on a besoin d'en savoir plus. On a envie de découvrir un petit peu la spiritualité des autres, ce qu'ils font au quotidien, comment ça peut les aider, tu vois. Je suis d'accord. Et ouais, je trouve que ça apporte une autre dimension aussi, en fait, à la personne. Hein, donc, Je suis d'accord, même sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois quasiment jamais. Après, ça dépend bien sûr qui on suit sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est vrai, ce côté de religion et de tradition aussi, ça se perd beaucoup. Ouais. Alors que moi, j'adore ça, les différentes traditions, les différentes religions, elles ont appris à tellement de cultures différentes, et c'est comme ça qu'on se cultive aussi. C'est quand on voit à travers les religions et les traditions des autres, comment les personnes ont été élevées. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et plus tu vas parler de spiritualité, de religion avec quelqu'un d'autre, plus tu vas devenir tolérant en fait. Et plus, bien sûr, et plus tu t'ouvres. C'est pour Et ça que plus les tu voyages aident énormément. Ouais. Aller dans des pays de différentes religions, ou même qui n'ont pas de religion, qui ne sont pas religieux du tout, ça aide énormément. Tu t'ouvres et tu n'écoutes pas ce que les gens te disent en dehors. Moi, je n'ai jamais écouté quand on me dit, par exemple, ne pas aller dans un tel pays parce que c'est dangereux. Bon, bien sûr, il y a des limites, mais j'ai besoin d'aller voir pour y croire. J'ai besoin d'aller voir, de me faire mon propre avis, tout simplement. Aller à la rencontre de ce que vous ne connaissez pas. Exactement. Alors toi, Christa, tu as fêté tes 24 ans en avril dernier. C'est ça. Donc tu es partie de la jeune génération, celle qu'on appelle génération Z, la Gen Z. Et j'aimerais beaucoup savoir ce qui te préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La sécurité. Franchement, je me sens énormément, en tout cas en tant que femme, je me sens en insécurité totale. Pas forcément partout dans le monde, bien sûr. Mais là, quand je vois à Paris, moi, c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est la sécurité. En France ? En France. Oui. De partout où j'ai voyagé, c'est vraiment un des pays où je me sens le moins en sécurité. Je ne peux pas m'habiller comme je veux. C'est ça aussi qui m'a aidée à être un peu plus modeste, un peu plus élégante. Donc d'un côté, bon, ça m'a permis de m'habiller modestement. Mais d'un autre côté, je trouve que je me sens pas du tout en sécurité. Et au-delà de la tenue, en fait, hein, même si tu t'habilles de manière très élégante, je me suis rendu compte que ça change rien. C'est ça. C'est littéralement, parfois même pire. Je me demandais pourquoi. Mais je me sens pas en sécurité de prendre le métro. Je sors pas le soir. Ici, je ne sors pas le soir. Ah ouais. C'est pas possible. Même au sein de la fac, quand je faisais mes études, dans la fac, il m'était arrivé qu'un garçon a été beaucoup trop loin. Et j'étais traumatisée au début. Je me suis dit, mais j'ai même plus envie de poser un pied à la fac. C'est même dans la fac, dans l'enceinte de l'université, je ne suis pas en sécurité. À quoi bon ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ce jeune homme ? C'était un garçon qui, toute la journée, c'était un dernier jour de cours, c'était avant des partiels. Du coup, je révisais et c'était un garçon qui me voyait plusieurs fois dans la journée, qui faisait des commentaires à chaque fois qu'il passait à côté de moi. Sauf que j'ai pas beaucoup de patience sur ça. Et du coup, j'ai rétorqué. J'ai dit, mais putain, arrête, c'est insupportable. Et sauf que il s'est énervé et a ramené un de ses amis pour me menacer. Quoi ? Oui. Ah ouais, d'accord. Littéralement, mes amis filles ont dû se mettre entre nous deux. Le garçon faisait une tête de plus que moi, que ce soit en largeur, en hauteur, il était plus loin, il était prêt à littéralement me taper. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais en sanglots, j'avais 17 ans, je ne savais pas quoi faire. Personne du cadre enseignant, je veux dire. Non, personne n'est intervenu. De la sécurité, du cadre enseignant, c'était, on va dire, dans la cour qu'il y avait. Personne n'est intervenu. Ils nous ont dit de faire ça dehors. Hein ? De faire ça dehors ? Oui, on se débarrasser du truc, ouais, quoi. C'est ça. Ouais, c'est insupportable. Et ça m'insupporte. Même que ce soit dans le métro, on tombe toujours sur un ou deux lourds.
Mais le pire, je trouve, c'est de se faire toucher dans le métro. Et c'est terrible de se dire, à chaque fois que j'en parle à des copines, que c'est arrivé à toutes mes copines. Ouais. Pendant les heures de pointe ou autre, qu'un mec soit venu nous toucher. Je trouve ça horrible. Horrible. Et même moi, je m'intéressais, je me suis dit, bon, acheter peut-être une bombe de gel au poivre, autre, mais en soi, c'est illégal. Ouais, puis tu sais, on arrivait là, quoi. On arrivait là de se dire, Puis, je vais prendre des cours de self-défense. Ouais. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui prennent des cours, effectivement. J'y ai pensé. Le truc, c'est que, ce que j'ai entendu dire, c'est que malgré tout, quand il t'arrive ce genre de choses, tu perds un peu tes moyens. Mais oui, T'es pas aussi combatif que pendant le cours parce qu'en fait, t'es traumatisé, t'es choqué de ce qui t'arrive. Et même, parfois, tu peux pas combattre. Quand le mec fait 2 mètres sur 2, c'est pas possible. Tu te dis, je peux pas, j'ai pas, même si avec mes cours de self-défense, j'ai pas la force. Et c'est peut-être mieux parfois de rien dire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir vraiment très peur ? Oui, mais beaucoup de fois. Ah ouais. Énormément de fois. Où je rentrais tard, par exemple, après un événement ou autre, et d'un coup, je me dis, oh là là, j'ai des talons, rouge à lèvres rouge, la totale. Ce qui est pour moi, j'adore ça. Mais il est tard, je suis dans un métro vide, et j'envoie juste des messages toutes les 5 secondes à mes proches. Ils ont tous ma localisation. Et c'est fou quand je voyage, par exemple, quand je vais seule avec des copines ou quand je retourne en Grèce, là je sors le soir, aucun message de mes proches, ils savent très bien que je vais rentrer tranquille. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Tu te sens beaucoup plus en sécurité en Grèce ? Oui, dans les pays des Balkans, ailleurs en soi. Ouais, ailleurs. En dehors de la France. C'est quand même même plein dingue d'en arriver là. Tous les messages que je reçois à chaque fois, c'est est-ce que c'est safe pour les femmes ? Est-ce que c'est safe partout où je voyage ? Par exemple, encore la Jordanie, exemple. Est-ce que c'est safe ? J'ai jamais vu un pays aussi safe. C'est hyper safe. Aussi respectueux, aussi safe, mais aucun problème. Aucun problème. Ouais. Et c'est fou, tous les stéréotypes qu'on a sur d'autres pays, alors qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe ici. Je trouve ça dingue. Tu sais, le dernier épisode là, que j'ai sorti du podcast, je l'ai intitulé « Quitter la France avant 2030 ». C'est un épisode qui a suscité beaucoup d'intérêt et de commentaires, qui a fait beaucoup de vues, vraiment, on a eu beaucoup de retours. Ouais. Et on se rend compte en fait à quel point les personnes pensent de plus en plus à quitter la France. Et il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle tu penses ? Est-ce que tu penses t'installer autre part ? Oui, j'y ai pensé. Ça me brise le cœur. Parce que quand même, la France, c'est mon pays aussi. Je suis née, j'ai vécu la plupart de ma vie ici. C'est une ville, Paris, que j'adore. La France, j'adore. Mais c'est juste, si je me sens pas en sécurité, je peux pas. C'est comme une relation toxique, je peux pas rester. Et du coup, je pensais faire peut-être au début moitié-moitié avec la Grèce, faire des allers-retours, et pourquoi pas plus tard m'installer en Grèce. C'est ça, même quand on pense, par exemple, si plus tard je veux avoir des enfants. Parce que quand je vois parfois des enfants dans la rue, aller seuls à l'école ici, je me dis, mais c'est des fous, ils laissent leurs enfants, leurs petits-enfants, aller seuls à l'école. Je pourrais pas. Même je vois le comportement de mes parents avant, quand j'étais du coup au collège. Bon, j'étais au collège, donc jusqu'à mes 14 ans, quand on habitait en France, et à partir de mes 14 ans, quand j'habitais en Grèce, c'était pas le même comportement qu'ils avaient par rapport à moi, comment ils me laissaient sortir. Ouais. Ils voyaient très bien que, de toute façon, j'ai toujours été la genre de fille qui envoyait des messages tout le temps pour dire je vais bien, etc., je vais rentrer à telle heure, et je rentrais à telle heure. Et il s'est jamais rien passé. Bien sûr, c'est aussi une question de chance, mais ils me laissaient plus sortir. Ouais. Ils savaient très bien que c'est la Grèce, tout le monde sort. Tous les enfants sont dehors à jouer dans le parc à côté et ils rentrent quand ils veulent. Quand tu dois réfléchir à ce que tu dois porter comme tenue, à quelle heure tu dois rentrer, exactement. De quelle manière aussi. De quelle manière. Parce que c'est pas parce que tu prends un Uber que tu es en sécurité, loin de là. Ah non. Mais c'est ça qui est horrible. Ouais. Parce que je me dis, si j'ai envie de sortir avec une copine, mais c'est toute une organisation. Je me dis, du coup, c'est l'une ou l'autre qui dort à la maison. Et il faut trouver quelqu'un qui puisse nous ramener, ou alors on prend le dernier métro ou le premier métro. Et si c'est Uber, j'envoie toutes les plaques à mes proches, j'envoie toutes les informations, j'envoie la localisation, mais tout. Je trouve ça, c'est une organisation et c'est fatigant de penser à tout ça. Et j'aimerais aussi beaucoup savoir, Chrissa, ce qui te touche le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les discriminations. Que ce soit tout, que ce soit la couleur de peau, que ce soit d'où on vient, que ce soit les religions. Physiquement, je ne ressemble pas à une gréco-serbe. Je trouve que physiquement, personne n'a pu deviner que j'étais gréco-serbe, que j'étais des Balkans. Du coup, j'ai reçu le racisme quand j'étais, par exemple, aux États-Unis, parce que je ressemble à une Sud-Américaine par rapport à certaines personnes. Parce que je ressemble à une fille du Maghreb ou du Middle East. Que ce soit partout, j'ai pu recevoir
dans quelques pays du monde le racisme pour du coup d'autres cultures, et je trouve ça tellement choquant, la discrimination qu'on peut avoir de si j'étais d'une autre religion, si j'étais d'une autre culture, si je trouve ça, mais ça me touche le plus et ça je ne comprendrai jamais. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est maintenant tu as une grosse communauté, Oui. d'accord, sur Instagram, mais pas que, sur TikTok, et tu as beaucoup de monde qui te suivent, du monde entier, pas seulement en France. Mm-hmm. Est-ce qu'on te demande parfois, en tant que créatrice de contenu à forte audience, de prendre position sur certains faits d'actualité ? Oui, on me le demande. Et c'est qui te le demande ? Des abonnés. C'est les abonnés ? Des abonnés qui m'envoient des messages. Hello, est-ce que tu as vu ça, ça, ça ? Est-ce que tu peux, par exemple, poster une story ou autre ? Et je n'ai jamais posté quoi que ce soit à propos de quand il fallait prendre parti. Ouais. Parce que j'avais décidé ça depuis un bon moment. Et je préfère, s'il faut par exemple donner pour des causes ou autres, le faire seul. Je préfère agir directement plutôt que de le poster sur mes réseaux sociaux. Je sais que j'ai une grosse plateforme et en soi, il y a aussi cette école qui dit en soi, tu peux instruire d'autres personnes sur ça, ce qui est vrai. Mais depuis le début, j'avais décidé de ne pas partager. Si je dois partager pour une chose, je dois partager pour tous. Parce que je vois beaucoup aussi de créatrices de contenu, de créateurs de contenu qui partagent sur une cause, mais pas sur les autres. Et pour moi, je ne choisis pas mon camp. C'est soit je poste pour tout, je choisis pour tout, soit je poste pour rien. Je ne vais pas choisir juste une cause. Donc, je m'informe énormément et je suis beaucoup de causes et si je dois donner pour d'autres causes, je le fais seule. Tu le fais dans le cadre privé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé de faire, ça, ne pas forcément te positionner de manière publique ? Ah non, ou c'est une décision qui t'appartient ? On m'a conseillé de me positionner. Ah oui. On me dit de me positionner, mais personnellement, je préfère faire ça seule, dans l'ordre privé. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu le côté diplomate, justement, qui ressort ? Un peu, peut-être un peu. Mais j'ai toujours voulu, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de mettre ça au grand public. Je préfère faire les choses seule. Et si je dois agir, au moins agir réellement. Parce que poster une story pour une cause, c'est pas forcément agir comme je voudrais agir. Donc si je veux agir, par exemple, par des dons ou autre, ou voyager dans un endroit qui, pour faire quelque chose, par exemple l'humanitaire, ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ce serait pour le faire dans l'ordre privé. Mais tu sais, quand on a une grande audience comme ça, forcément, on a de l'influence. On peut avoir de l'influence sur les gens qui nous suivent. Non, mais ça, je suis d'accord. Est-ce que tu ne penses pas que prendre position parfois sur certains sujets qui sont très importants et très graves, ça peut faire ouvrir les yeux à certaines personnes ? Je suis 100% d'accord. Ça peut aider d'une certaine manière aussi ? Non, si, je suis 100% d'accord. Et je sais que beaucoup le font très très bien. Et je me suis posé la question et je me suis remise en question beaucoup de fois et je le fais toujours. C'est est-ce que je dois le faire ? Et si je le fais, comment je le fais ? Parce qu'il y a une manière de le faire aussi. Donc ça, je me remets toujours en question dessus. Là, tu vois, il y a beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, voilà, on les appelle comme on veut, qui ne se sont pas forcément positionnés sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine. Moi, c'est un sujet, par exemple, qui me tient profondément à cœur. Bien sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a un mouvement qui a été lancé pour boycotter ces gens-là. Toi, Chrissa, t'as pas peur du boycott ou de ce que les gens peuvent dire, te mettre dans justement la liste noire des personnes à ne plus suivre, des choses comme ça ? Non, je n'ai pas peur de ça. Et je pense que déjà, ce combat-là, s'il touche pas quelqu'un, c'est que c'est pas normal. Enfin, je pense que ça touche tout le monde. Oui, on est déjà, d'accord. qu'on soit bien d'accord. On est si d'accord. ça touche pas quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Mais non, ça me fait pas peur parce que je me dis, c'est pour une cause. Si les abonnés décident de me boycotter, c'est pour cette cause-là parce que je n'ai pas parlé. Et s'ils le pensent comme ça, qu'ils le pensent ainsi. Mais c'est pas parce que je n'en parle pas que je ne soutiens pas. En fait, t'es cohérente dans voilà. ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu appliques. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est très bien. Hein. Alors, Christian, on va passer à un autre moment de cet entretien, puisque moi, je t'ai demandé d'apporter un objet. Oui. Quelque chose qui a de la valeur à tes yeux, quelque chose de précieux, pour nous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière cet objet. Et écoute, j'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler. Alors, c'était pas très très lourd. C'est mon collier, ici, qui est une petite croix, donc grec orthodoxe. Et bien sûr, c'est orthodoxe, c'est grec, je suis grec orthodoxe. Mais c'est la petite croix que j'ai eue quand je suis venue vivre à Athènes. C'est mon père qui me l'a offert. Et pour moi, c'est... vu que j'ai une relation très très proche avec mon père,
ça m'a touchée et c'est un collier que je n'enlève jamais. Depuis 10 ans, du coup, on est parti en 2014, je ne l'ai jamais enlevé ou j'enlève que pour des shoots ou autre. Et c'est pour moi un moment de ma vie qui a totalement changé toute ma vie, de partir de la France pour aller en Grèce et de redécouvrir mon pays et d'avoir cet objet qui me rappelle aussi mon père. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi à ce point, en fait, de vivre ces quelques années en Grèce ? Tout, parce que du coup, c'est quand même une autre culture. J'ai appris à connaître mon pays. Et j'ai connu des amitiés, j'ai fait des connaissances, mais qui sont exceptionnelles. Et d'avoir été dans une école franco-hellénique, du coup, d'avoir l'enseignement français, mais dans un cadre grec, c'est totalement différent. Même les enfants à l'école, les adolescents, par exemple, je connaissais... Oh là là, il y a du bruit. Je connaissais personne, il n'y avait pas vraiment de harcèlement, on n'avait pas... Physiquement, personne ne jugeait les autres, vu qu'on était tous différents. Et dans les écoles à l'étranger, on vient tous de partout dans le monde. Donc on vient tous de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes. Et c'est ça qui m'a appris une tolérance immense. Ouais. Et même être au soleil, bon, c'était sympa pendant quelques années. Et je peux te demander, du coup, puisque tu te sentais si bien là-bas, pourquoi tu es revenue à Paris ? Mes parents voulaient revenir à Paris, du coup. Et mon père, on était parti en Grèce pour le travail de mon père et aussi parce qu'il était grec. Ma mère aussi aime la Grèce, donc pourquoi pas. Et du coup, on s'était dit, ma mère, ça lui manquait. Mes parents, je pense que ça leur manquait un petit peu la France quand même. Ouais. Et il s'est dit, on va revenir. Et mes études approchaient. Donc, je comptais faire mes études en France. Donc, on a juste avancé d'1 an. Si tu devais prendre 2 secondes là pour réfléchir et me dire, allez, un souvenir, un truc mémorable qui te vient comme ça en tête de ces années à Athènes. Là, tu penses à quoi, là, tout de suite ? Je pense, avec mes amis, après les cours, directement aller à la plage. Oh ouais, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Vraiment, prendre un bus, aller à la plage, manger à la plage, juste passer du bon temps. C'est un super bon souvenir. Ouais, je comprends. Franchement, c'est un train de vie qu'on n'a pas tous. C'est quand même un luxe, je trouve. Et pour moi, c'est incroyable et c'est des souvenirs que j'adore, que je vais garder pour toujours. Et selon toi, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur la culture, la mentalité grecque ? La bienveillance aussi, ils sont tellement accueillants et tellement gentils. Dans la rue, il y aura toujours quelqu'un pour te faire un compliment. Il y aura toujours quelqu'un, une grand-mère, qui va te bénir parce que t'es trop belle, t'es trop bien habillée. Ça, j'adore, c'est quelque chose que j'ai pas ici. Peut-être parce que, bien sûr, je connais pas toute la France, je suis pas allée partout. Paris, c'est une grande ville. C'est normal, mais à Athènes, ils sont comme ça en tout cas. Et ça, j'adore. Je vois. Il y a toujours une grand-mère pour te dire s'il fait froid, t'as oublié ton écharpe. Donc ça, c'est t'as l'impression d'appartenir en fait à une grande famille. C'est ça. T'es jamais seule. Exactement. Quand les enfants ils vont dans un parc, t'as toujours une grand-mère dans un balcon, c'est la grand-mère de personne. Elle va vérifier si tout va bien. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Je pense que cet esprit aussi, cette cohésion, cet esprit de famille, bienveillance et tout, c'est quelque chose qui manque beaucoup à Paris. C'est ce qui fait qu'on se recroqueville un peu sur soi-même. Et cette solitude néfaste. C'est une chaleur qui manque. Une chaleur humaine. Oui, c'est ça. C'est métro, boulot, dodo. Ouais. Métro, boulot, dodo, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de contact entre les uns les autres, à part que quand c'est de l'agressivité, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de contact. C'est vrai. Mais moi, en soi, je me retrouve... Là, je suis revenue hier, ça y est, dans le métro, j'ai mes écouteurs, je regarde personne et je file droit. En fait, tu réagis différemment. Mais oui. À Athènes et à Paris. Toi-même, tu changes. Nous-mêmes, du coup, on est obligés de changer. Parce que je vais pas... je peux pas avoir le même comportement. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Ouais, écoute, moi, je sais pas, mais mon petit doigt me dit que tu finiras tes jours à Athènes. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que tu feras pas long feu ici. Non. Et puis, tu sais, ce qui est le côté ultra positif quand même de ton métier, c'est que tu peux travailler de n'importe où. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Même j'en discutais avec mes parents, du coup, et ils me disaient, mais t'as cette chance-là, profite, tant que tu l'as aussi. Si tu peux travailler de partout dans le monde, t'as envie de partir, pars. Tu veux faire 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Toi, j'étais partie presque 2 mois aux États-Unis. Je me suis dit, parce que je peux le faire. Si j'ai envie de partir par-ci, par-là, je peux. Et ça, c'est une grande chance. Je tiens à te remercier de nous avoir partagé cette histoire autour de ton collier, d'avoir partagé ce morceau un petit peu de ton histoire, de ton parcours, qui est quand même assez intime. Et puis, j'ai l'impression que ton papa tient aussi un rôle très important. Hein. Oui, ma famille, franchement, toute ma famille d'une manière générale, très important. Tu as une relation assez proche, je trouve, de tes parents, hein, c'est ça ? Ah oui, mes parents, mon frère, mon oncle, ma tante, mes cousins, parce que chez nous, par exemple, dans les Balkans en Serbie, les premiers cousins, les cousins germains, c'est comme des frères et sœurs. On s'appelle frères et sœurs. Donc,
on est vraiment mais très très proches. Et pour moi, c'est très important. Je pense sans eux, je sais pas où je serais aujourd'hui, quoi. Mais tu sais, Chrissa, c'est ça aussi. Quand on a cette valeur de la famille et qu'on a la chance d'avoir une famille autour de soi, eh ben, on ressent moins le besoin d'avoir des amis. Exactement. Et il y a peu de personnes qui le comprennent, ça. C'est ça. Mais parfois, je dis, bah non, je sors avec ma cousine. Parce que je sors avec ma cousine. Ou, ouais, t'invites qui à ton voyage, ça? Ma mère. Ouais. Ma mère, c'est mon plus un préféré. Moi aussi. J'adore l'emmener partout, etc. Et au final, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'énormément d'amis. Ouais. Parce que je suis déjà amie avec ma famille. Ouais. C'est mes meilleurs amis. Alors, si tu devais connaître l'absolue vérité sur un événement important qui s'est passé dans l'histoire, qu'on nous a peut-être un petit peu, mis de côté, on n'a pas voulu nous donner trop d'infos sur cet événement, tu choisirais lequel? Alors, je pense, vu que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup aussi l'Amérique latine. Et pour moi, je suis convaincue que l'histoire des Mayas, les Aztèques, etc., on les a un peu diabolisés pour pouvoir que la colonisation se passe plus facilement. Enfin, pour moi, c'est juste pour les sacrifices, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Je dis juste qu'on les a beaucoup diabolisés et je serais vraiment très curieuse de savoir comment c'était. L'absolue vérité, comment c'est, parce qu'ils étaient quand même tellement avancés. Ils avaient des tickets de caisse. Ils étaient, mais je trouve que c'était des peuples qu'on ne parle pas assez, on n'apprend pas assez dessus et qu'on a plus diabolisé pour que la colonisation se passe beaucoup plus facilement et qu'on se dise « Ah, mais non, c'était mieux cette façon-là ». Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que quand je vois même, par exemple, en Égypte, plusieurs civilisations qui sont tellement avancées, qui ont des tickets de caisse, qui ont des monnaies, qui ont des tout. Pour moi, je pense que toutes les civilisations, elles sont pas toutes bonnes à acheter, c'est pas possible. Toutes les civilisations sont très intéressantes et je trouve que celle-ci, on n'apprend vraiment rien dessus. C'est l'une des civilisations qu'on n'apprend pas. Enfin, moi, en tout cas, à l'école, non, moi non plus. Aucun souvenir. Et c'est une civilisation qui m'intéresse beaucoup et je suis sûre que c'est encore plus intéressant que ce qu'on pense. Mais écoute, intéressant. Du coup, moi aussi, je vais me pencher sur la question. Et si tu pouvais voyager dans le passé pour rencontrer la petite Chrissa de 10 ans, quel conseil tu aimerais lui donner? Qu'elle soit confiante, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle n'est pas moche, parce que je pense qu'on est toutes passées par là, et qu'elle continue d'être aussi souriante, quoi qu'il arrive. D'être ce petit rayon de soleil, parce que mon prénom Chrissa veut dire doré, la personne dorée, et quand mes parents m'ont donné ce prénom, c'est parce qu'ils avaient rencontré une fille qui s'appelait Chrissa, et qui est toujours souriante et rayonnante. Donc je lui dirais de toujours rester souriante et rayonnante. Ah, c'est une belle façon de conclure cette première partie de l'entretien, parce que maintenant on va passer aux questions rafales. Okay. Donc tu sais, c'est un petit rituel qu'on a dans le podcast. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Okay. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Boire de l'eau et écrire dans mon journal. Quel est le dernier livre que tu as lu? Ramsès, le tome 2 de Christian Jacques. Et le livre que tu offrirais en premier? Miss Peregrine, les enfants particuliers. Ransom Riggs. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De toujours être positive. Et le pire conseil, celui que tu n'aurais jamais dû suivre? Mincir. Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie? La loi de l'attraction. Quel est le luxe dont tu ne pourrais absolument pas te passer? Mon café le matin. S'il te restait 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi tu les investirais? La nourriture pour mon chat. Quelle est ta plus grande peur? Du vide. J'ai peur du vide, j'ai le vertige. Et qu'est-ce que tu fais pour surmonter cette peur? Je vais en hike. Oui, en randonnée. Je vais en randonnée. Régulièrement. Oui. Ah oui. J'y vais. Quel trait de caractère tu détestes le plus chez les autres? À part la méchanceté, ou juger, je sais pas si c'est un trait de caractère. Et celui qui t'agace un petit peu chez toi, que tu aimerais bien améliorer? Procrastination. Que demandes-tu le plus dans tes prières? La santé. Est-ce que pour toi, l'argent est un élément important de la réussite? Pas forcément.
Pas forcément, je pense pas. Quel est l'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer? Le bois de Vincennes. Le bois de Vincennes. Ouais, Je pensais que tu allais nous sortir un truc à Ah, Athènes. j'aime trop le bois de Vincennes. Je sais pas, j'adore. Quelle est ta dernière folie financière? Il y en a pas, j'en fais pas. Pas de folie financière? Je dépense pas mon argent dans des folies. Si tu pouvais inviter une personne à ta table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, tu choisirais qui? Yann Sommerhalder. Vampire Diaries, c'est ça? Bien sûr. Logique, qui d'autre? Quelle est ta Madeleine de Proust, quelque chose qui te rappelle automatiquement ton enfance? Les fritoulés, ce qui est en Croatie, ou les loukoumades, ce qui est aussi en Grèce, c'est des beignets frits qu'on met du Nutella ou du miel dessus. Ça, direct. Ça a l'air délicieux en tout C'est cas. incroyable. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Ma bienveillance. Et selon toi, quel est ton plus grand défaut? La gentillesse, trop gentille. Trop gentil, c'est un défaut? Parfois, je me fais marcher dessus. Quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir? Lire un livre. Bah écoute, merci beaucoup Chrissa d'avoir Bah, répondu aux merci. questions rafales. Merci Alors tu à t'es toi. sentie comment là pendant cette session de questions rafales? Oh là, stressée. C'est vrai, ça s'est pas Non, du tout vu. Hein. stressée. Ah ouais? Oh non, vraiment Ça va. pas. Non, Parce non. que le tac au tac, parfois, je suis pas la meilleure. Mais Moi j'avais même l'impression que tu avais déjà des réponses en tête. même Non, pas. c'était C'est waouh, vraiment, hyper spontané, Oui. rapide, tac au tac. Tac au tac. Tu m'as dit tac au tac, c'est tac au tac. Et comme une dernière question que j'aimerais te poser, parce que comme on a vu, hein, je sais que tu es très proche de tes parents, ta maman, ton papa, et je me dis c'est peut-être l'opportunité aujourd'hui de leur adresser un message personnel. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire que tu n'as jamais peut-être eu l'occasion de leur dire en face? Bah, merci de m'avoir encouragée depuis le début. Merci d'avoir été là pour moi et de m'avoir donné cette éducation aussi qui fait qui je suis aujourd'hui, qui fait que je suis aussi gentille, aussi bienveillante. C'est grâce à eux tout ça. Et bah, de m'avoir toujours poussée pour n'importe quel rêve que je voulais accomplir, ils m'ont toujours poussée. Ouais. Ça, c'est le plus important pour moi. Bah, c'est un très joli message en tout cas. Et tu sais que ce podcast a été lancé pour un objectif précis, apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. Donc ma dernière question, selon toi Chrissa, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise ces dernières années et qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Bah, que c'est normal d'être seul, qu'on n'a pas un problème si on est seul, que il faut savoir vivre seul et que c'est normal d'être perdu dans la vie. C'est normal d'être perdu. Enfin, même moi, là, j'ai 24 ans, certes, je suis créatrice de contenu, je vis de ça, mais je ne sais pas où je serai dans un an. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Je ne sais pas, et c'est normal d'être perdu à n'importe quel âge. C'est normal d'échouer, c'est normal de recommencer. On ne peut pas savoir obligatoirement ce que je vais faire de tout le reste de ma vie. La vie est longue et la mienne ne vient que de commencer. J'ai 24 ans. J'ai fait mes études et pourtant, je trouve que maintenant, elles commencent. C'est une très belle façon de conclure cet entretien. Merci encore Chrissa. Bah, merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes futurs aussi. projets. Vraiment, et tous tes podcasts.